Aujourd'hui, nos invités viendront partager avec nous le parcours original qui les a amenés à vivre dans l'ombre d'une star. À la maison, hein, c'est Madame Tout-le-Monde, etc. Devant les caméras, c'est Madame Girardot. Aurélie a 20 ans lorsqu'elle devient un peu par hasard l'assistante d'un grand acteur américain. Il m'a dit, écoute, je cherche quelqu'un qui va m'aider, j'ai besoin que tu sois ma femme des années 50, ma mère. Si les premières semaines sont grisantes, Aurélie se retrouve 24 heures sur 24 au service de la star. On leur dit jamais non. Quand j'appelle l'armée de l'air américaine pour lui demander d'affréter un avion pour voler dans l'œil d'un ouragan, on me dit oui. Après avoir pris des cours de comédie, Léo finit par travailler dans un hôpital, jusqu'au jour où sa route croise celle d'une grande comédienne, Annie Girardot. C'est une vraie rencontre. Je me suis pris vraiment d'amitié et d'amour pour elle. On part à l'hôpital, puis là, elle me dit « Si j'apprends un jour que j'ai Alzheimer, je passe par la fenêtre ». Être dans l'ombre sera longtemps pour Jean-Pierre un gage de réussite. Son travail au service de protection des hautes personnalités lui a permis de côtoyer les puissants de ce monde. Je me souviens d'une visite du président Poutine qui, subitement le soir, avait décidé d'aller marcher sur les Champs-Élysées. On est dans quelque chose d'un peu surréaliste. À partir du moment où vous protégez une personnalité, vous acceptez le fait de prendre une balle. Ça fait partie du travail. Bonjour à tous, merci d'être là. Les invités que je reçois cet après-midi ne sont jamais sur les photos officielles et pourtant, ils ont joué un rôle parfois essentiel auprès de grandes célébrités. Aurélie a été l'assistante personnelle d'une star américaine très connue. Léo, lui, a passé une quinzaine d'années auprès de la comédienne Annie Girardot en tant que secrétaire particulier. Quant à Jean-Pierre, il a côtoyé les grands de ce monde de très près, puisque c'est lui qui assurait leur sécurité. Tous les trois ont pour point commun d'avoir fait parfois des sacrifices pour faire briller ce qu'ils servaient. Alors comment vit-on dans l'ombre d'une star? Comment gère-t-on la jalousie, parfois l'humiliation, l'abnégation? Et comment ne pas oublier sa propre vie quand on passe la sienne au service des autres? Voilà les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Merci d'être là tous les trois. Vous avez fait partie d'univers qui font fantasmer, donc merci de nous raconter un peu l'envers du décor. Aurélie, vous avez été pendant 5 ans assistante personnelle d'une star américaine, un acteur très connu dont on ne dira pas le nom. Et donc, on suppose plein de choses, en fait. Dès que vous dites ça, on suppose que les stars américaines ont quitté la planète Terre, qu'elles sont dans un autre monde, qu'elles ne se rendent pas compte des réalités. Est-ce qu'il y a des demandes, parfois, qui étaient incongrues quand vous y repensez des années plus tard? Oui, je crois. Mais ce qui est incroyable, c'est que on ferait tous les mêmes demandes si on était à leur place. La demande la plus incongrue? Oui. Je crois que c'était de voler dans l'œil d'un ouragan. C'est-à-dire, il vous dit? C'est-à-dire de partir avec un avion de la météorologie et d'aller au cœur de l'œil d'un cyclone. D'accord, c'est une envie que cet envie. acteur avait et il fallait vous trouver une solution pour que ça marche. Oui. Et est-ce qu'il y avait des appels au milieu de la nuit pour vous demander des choses où vous ne pouviez pas faire grand-chose? Oui, il pouvait par exemple chercher sa voiture en plein milieu de la nuit, ayant oublié où il l'avait garée, et m'appeler moi pour que... Par réflexe? Exactement. Et donc vous ne pouviez pas aider de là où vous étiez. Léo, vous avez été secrétaire d'une actrice française très très aimée du public, Annie Girardot, pendant 15 ans. Et vous l'avez connue d'ailleurs avant l'apparition de la maladie. Voilà, c'est ça. Et donc, vous étiez tellement proche, vous la protégiez. Finalement, c'est la sensation qu'on avait de loin. Et parmi les images qui peuvent expliquer le lien que vous avez, vous vous êtes vu en train de faire quoi, finalement, en disant « Waouh, c'est ça que je suis en train de faire ». Oui, j'appelle le secrétariat de l'Élysée parce qu'en fait, elle doit recevoir la Légion d'honneur. Et je dis, je comprends pas pourquoi elle l'a pas. Donc je suis passé par des intermédiaires et j'ai réussi à lui obtenir. Et on me dit, c'est Jospin à l'époque, qui était Premier ministre, qui voulait lui remettre. Et moi je fais non. Et on me dit, pourquoi? Je dis, parce que c'est le sommet, donc le sommet pour le sommet. Donc je veux que ce soit le président de la République, qui était à l'époque, qui était Chirac. Donc elle était heureuse parce que Annie, en fait, adorait Madame Chirac. Donc elle trouvait que c'était une femme exceptionnelle, extraordinaire. Pas parler de politique avec Annie, jamais. Et puis, Jean-Pierre, vous avez veillé sur la sécurité de très nombreuses personnalités. Est-ce qu'on peut avoir des noms pour qu'on imagine un petit peu dans quel univers vous avez évolué?
On va parler du pape déjà, et puis bon, les présidents américains, russes, Arafat, beaucoup de personnalités qui étaient dans une tension géopolitique assez importante. Et d'ailleurs, quand on vous demande finalement quel genre de lien vous avez avec eux, vous allez nous raconter dans le détail, mais celui qui vous vient, c'est finalement un de ceux qui était le plus menacé, qu'on aurait pu imaginer très tendu. Et finalement, c'est pas ça que vous avez comme souvenir? Non, parce qu'effectivement, vous savez, les hommes politiques sont avant tout des hommes ou des femmes. Et donc, oui, j'ai des bons souvenirs d'Arafat, par exemple, avec lequel... le patron de l'organisation palestinienne. Palestinienne, avec qui ça passait bien. Il y avait toujours un petit temps pour dire bonjour, pour dire au revoir, etc. C'était vraiment quelqu'un qui m'a vraiment particulièrement marqué. Bon, on verra effectivement comment c'est passé, comment vous vous êtes retrouvé là, parce que vous n'êtes pas né dans ce milieu du tout. Du tout. Et ça aussi, c'est une histoire intéressante et c'est une leçon de la vie. Alors évidemment, on se demande, Aurélie, comment on se retrouve assistante personnelle d'une star américaine, dont on ne peut pas dire le nom, encore une fois, pour des raisons de discrétion, mais qui est quelqu'un que le public connaît bien, qu'on a vu dans plein de films. Surtout que vous avez 20 ans. Je faisais mes études au Japon à l'époque. Et j'ai fait mon année d'Erasmus à Los Angeles. Et donc, je suis rentrée dans le cinéma un peu par hasard. J'ai commencé à travailler sur des petits tournages. Parce que votre rêve à ce moment-là, c'est quoi? Je rêve de cinéma, oui. Comme réalisatrice? En tant que réalisatrice, oui. Et donc, je souhaitais travailler pour un producteur ou un réalisateur. J'avais aucune intention de travailler pour un acteur. Et un jour, une amie m'appelle et me dit « Écoute, il y a un acteur qui cherche une assistante, est-ce que ça t'intéresse ?» Et j'avais besoin de travailler, donc j'ai accepté de le rencontrer. Et je ne savais pas qui c'était. Vous vous rappelez la première rencontre? Oui, je me souviens très bien. Il était tout dégoulinant de sueur. Il sortait d'une sorte de... séance de sport? Ouais. Il mangeait, il je préfère que ce soit pour une séance de sport, parce que si dégouline de sueur, en général, c'est une info quand même. Non. C'est pas le cas. Donc c'était après le sport. Et parce que vous savez, les acteurs font du sport toute la journée, il faut le savoir. Et donc c'était une scène pas du tout séduisante ou sexy. Et voilà. Et il m'a dit, écoute, je cherche quelqu'un qui va m'aider. J'ai besoin que tu sois ma femme des années 50, ma mère. Et puis il me pose cette question totalement narcissique, évidemment. Et il me dit, quels sont les films dans lesquels j'ai joué que tu as le plus aimé? Et n'ayant aucune idée de qui était ce type, j'ai donc lu le titre des posters que j'ai vus affichés au mur et voilà. Vous avez donné les noms. Voilà. Alors, ça qui vous a pas dit, et qu'est-ce que vous avez spécialement aimé dans mon jeu? Je l'avais vu dans un Woody Allen, donc je me souvenais vaguement du personnage, mais je le connaissais pas très bien. Léo, qui êtes-vous quand vous rencontrez Annie Girardot? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'existence auparavant? Moi, je sors des cours Simon, parce que, effectivement, j'ai pas une scolarité exceptionnelle. Je fais toujours l'imbécile. Quelques années après, je fais mon service militaire. Je pense pas tout à fait encore au théâtre. Et entre-temps, je travaillais à l'hôpital, la nuit. J'étais aux urgences. Et c'était... En tant que quoi? Administratif. Je faisais l'administration. D'accord. Mais j'avais affaire à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais affaire aux problèmes sociaux. C'était très dur. Hein. C'est intéressant parce que vous étiez déjà dans un métier d'aide. Ouais, je me disais la même chose. Oui, mais je pensais pas, effectivement, de rentrer dans un hôpital. C'est un pote, je lui dis, j'ai besoin de boulot, faut que je bouffe, faut que je paye mes cours. Donc il m'a dit, j'ai que... Ça a duré plusieurs années. Ah ouais, oui, parce qu'après, je suis rentré à la direction des affaires médicales. Et puis là, ça me convenait plus du tout. Donc plus de 10 ans. Ah oui. Et donc, vous revenez à vos premières amours, le monde du cinéma, qui vous attire pour quelle raison d'ailleurs? Qui m'attire parce qu'en fait, là, je suis intéressé plus par la mise en scène. La mise en scène du théâtre. J'adore ça, trouver des décors, faire jouer les comédiens, je trouvais ça génial. Et je rencontre une productrice exceptionnelle pour moi, Brigitte Azoulay. Elle fait un film qui s'appelle Le Dernier Voyage pour France Télévisions. Et là, elle me dit, si ça t'intéresse, j'ai besoin d'un régisseur adjoint, il va falloir partir de Bastille jusqu'à Anvers. Je fais, ouais, pourquoi pas, j'avais jamais fait ça. Hein. Donc vous vous retrouvez régisseur. Donc régisseur, on rappelle ce que ça veut dire, le job? Le job, c'est en fait partir avec des personnes et s'occuper d'eux tout le long du voyage. Voilà. Sauf que là, je suis avec un réalisateur, qui est Bruno Gantillon, et un autre auteur. Et en fait, je découvre un autre monde, qui est le monde des auteurs. Et quand on revient à Paris, 15 jours, 3 semaines après, donc le repérage avait été fait. Le repérage, pour expliquer ce que c'est on voit les décors, etc., qu'on va utiliser. Je dis au réalisateur, je lui dis, moi, ça m'intéresserait éventuellement de faire assistant réa. Il veut pas. Donc assistant réalisateur. Bon, tant pis, je reste à ma régie, hein, c'est pas grave. Et effectivement, un jour sur le plateau, je vois un petit bout de bonne femme qui arrive.
qui crie en disant « c'est pas de la faute si je suis en retard », etc., etc. Et en fait, je me rends compte que c'est Annie Girardot. Ouf, femme extraordinaire, qui, après 3 secondes de colère, on va dire, passe, il commence à saluer tout le monde, dit bonjour, etc., etc. Donc un tempérament déjà. Oui. Donc vous allez vous retrouver en tête-à-tête avec elle parce que vous devez l'amener pour une émission de télévision en direct. Quelques mois plus tard. Donc il y a le film va être présenté pour France Télévisions. Donc on est appelé pour faire le 13h. Et là, on prend la voiture. Et elle me dit... Donc là, vous devez l'emmener, c'est important, Voilà. faire le journal de 13h, Donc qui est en direct. Et donc là, vous allez être dans les embouteillages parisiens. Eh ouais, c'est la grève. Grève générale. Terrible, catastrophe. Donc tout est bouché. Bastille, on a du mal à passer. Il fallait qu'on prenne la rue de la Roquette. Impossible. C'était mais bloqué. Et en fait, il y avait quoi? Honnêtement, il y avait 1 kilomètre à faire. Hein. Et là, elle me dit... prends à droite. Je fais non, je peux pas. Mais si, prends à droite. Je fais non, je peux pas. Elle me dit mais si. Je fais mais je peux pas, c'est sens interdit. Prends à droite. Donc du coup, je m'exécute. Je prends à droite et je suis effectivement dans un sens interdit. Qu'est-ce qui arrive? Voiture en face, blocage. Sauf que là, moi, je vois une Annie qui sort de la bagnole et qui va taper sur le capot du mec en disant recule. Et en fait, il faut aller voir la tête du gars qui était comme ça dans la voiture. Et puis moi, j'entendais les gens, les commerçants qui disaient « Ouais, c'est Annie Girardot, c'est Annie Girardot ». Là, je suis nom de Dieu, j'enlève la ceinture, je sors, et vous savez, je la troppe, mais comme ça par le callback, hein, c'est vrai, et je la fais monter dans la bagnole, et je lui dis « Tu bouges plus !» Donc un instinct de protection, vous avez l'impression qu'en fait, elle s'expose, c'est ça? Oui, sauf que c'était naturel. Elle était pressée, il fallait qu'on fasse le 13h. On est arrivé, et je vous jure que c'est vrai, à 5 minutes avant le direct. Donc on la voit, hein, si vous retrouvez un jour les images, mais on la voit, elle n'est pas maquillée, etc., etc. Puis elle est un peu énervée parce qu'on est limite un peu en retard. Et là, je vais quand même voir la prod en disant je vais me faire engueuler, je me suis fait engueuler, je crois que je suis viré. Enfin, vous imaginez tout ce qui peut se passer. Le direct se fait, correct. Au retour, elle dit qui c'est qui me ramène? Et alors moi, je dis non, pas moi. C'est lui. Ok. Ah bon, bah alors viens, on s'en va. Et tout est oublié, quoi. Et sur le chemin du retour, elle me dit bon, bah, tu viens manger une petite omelette avec moi. Un petit orgueil, et déjà à l'époque. Non, non, je n'irai pas manger. Elle fait pourquoi? Je dis parce que j'aime pas me faire engueuler. Et puis, bah, je l'ai laissé. Donc ça commence un peu comme ça, en fait. C'est une vraie rencontre. C'est une rencontre, mais qui est un peu électrique. Hein. Puis après, quelques mois plus tard, on se retrouve, on se revoit, on fait connaissance, etc., etc. Je viens chez elle un peu plus souvent. À ce moment-là, vous n'êtes pas officiellement son assistant. Non. Mais simplement, vous avez sympathisé et vous passez du temps avec elle. Et un jour, elle vous propose d'être officiellement... Parce qu'il y avait un monceau de courrier, en fait. Et je lui dis, mais t'as plein de courriers. Puis il y avait surtout des lettres qui étaient hyper importantes, parce que c'était des lettres administratives. Donc elle m'a dit, oh ouais, bah regarde. Donc je commence à les ouvrir avec elle. Tout à coup, je vois le Trésor public. Je dis, mais faut les contacter. On y va en moto. Je sais pas si vous imaginez. C'est assez compliqué. Je monte pas là-dessus. Si, tu montes là-dessus. Et on arrive là-bas, et le problème se règle en 4 minutes. Et là, je la vois, elle se retourne vers moi. Elle me dit, bah, tu sais quoi? À partir de maintenant, tu me quittes plus. Et je me rends pas compte de ce qui est en train de se passer, en fait. Je rigole. Je fais, ouais, d'accord, ok. Mais moi, je pensais pas que ça voulait dire que j'allais rester. Mais je continue quand même de bosser à droite à gauche. Hein, parce que je suis pas conscient de ce qui se passe. Vraiment. Je comprends jamais la proposition. C'est ça. Moi, c'était beaucoup plus cadré parce que c'est Hollywood et que les acteurs sont des PME. Il y a énormément de choses à gérer, depuis la presse jusqu'à l'agent, les avocats, les maisons, les voyages. Enfin, c'est un peu la même chose qu'un homme politique. Et puis la sécurité aussi, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement sollicités, parfois par des fous furieux. Mais en fait, mais ce sont des positions très particulières parce qu'on rentre dans l'intimité, parfois même plus que les membres de leur famille, et qu'ils sont très dépendants, en fait. C'est très étrange. Ils sont, je pense, très méfiants d'une certaine manière et pas du tout avec leur assistant. Il n'y a aucune pudeur, il n'y a aucune... C'est ça. C'est très particulier. Et on n'imagine pas rentrer dans ce genre de relation professionnelle avec quelqu'un. Il se confie plus peut-être au niveau intime. Puis les gens aussi, après, s'identifient très vite. Hein, et vous identifient très vite. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme on vous voit beaucoup dans l'entourage, on se dit c'est lui qu'il faut qu'on contacte. Oui, c'est ça. Vous êtes le dernier rempart.
C'est-à-dire qu'en fait, Tout le monde est obligé de passer par nous pour accéder à la personne. Mais même la famille, enfin tout le monde. Ça peut être des présidents ou des journalistes ou des réalisateurs ou le jardinier. C'est là où tu comprends que la vie change. Ta vie va changer. Alors vous allez nous raconter effectivement, parce que c'est assez difficile à imaginer quand on l'a pas vécu. Jean-Pierre, donc vous avez été responsable de la sécurité de ceux qu'on appelle les grands de ce monde, des dirigeants, donc des chefs d'État, le pape, et donc vous n'êtes pas du tout né là-dedans. Non, pas du tout, non. Je suis plutôt issu de la métallurgie ardennaise, donc j'ai commencé comme tourneur, fraiseur. Le métier me plaisait bien. Mais malgré tout, les Ardennes est une région quand même assez sinistrée. Je ne me voyais pas terminer ma vie là-haut, donc j'avais envisagé effectivement de partir un peu plus de bonne heure au service militaire pour envisager quelque chose d'autre, sans savoir trop ce que je voulais faire. Donc vous anticipez l'appel, vous avez 18 ans. Oui. Et puis finalement, qu'est-ce que vous allez découvrir là-dedans qui va devenir quelque chose d'important pour vous ? J'aime la rigueur, j'aime l'activité physique. On utilisait beaucoup les hélicoptères, tout ça, ça me plaisait bien. J'avais bien ce côté un peu physique, un peu. Donc tout ça, ça m'a un petit peu ouvert l'esprit. Et c'est votre maman qui vous inscrit au concours ? Oui, pour être gardien de la paix. Voilà, elle joue. Le journal précisait qu'effectivement un concours allait se passer. Donc elle me dit pourquoi tu t'en serais pas, effectivement, pourquoi pas, mais sans avoir de conviction réelle, en fin de compte. Et après l'école de police à Reims, effectivement, j'ai été affecté dans un commissariat de police à Maisons-Laffitte où j'ai commencé vraiment le métier. Mais bon, c'était pas du tout ce que je voulais faire quand même. Et puis au cours de l'évolution, j'étais surtout axé sur l'activité physique. Donc j'ai eu cette opportunité de passer des diplômes de sport de combat, d'éducation physique. Et donc j'ai passé mes titres et ensuite j'ai eu la chance d'avoir un poste qui se libérait au sein du département et j'ai été nommé moniteur départemental, ce qui me permettait d'avoir quand même l'objectif que je m'étais un peu fixé à ce moment-là, c'est-à-dire de m'occuper des recrutements physiques, des commissaires, d'inspecteurs, d'officiers, de gardiens, etc. Et donc ça me plaisait bien. Donc vous réussissez le concours de gardien de la paix. Finalement, après une expérience dans un commissariat, vous obtenez des diplômes d'instructeur et de tir notamment, etc. Puis vous allez prendre l'avion pour la première fois de votre vie, vous vous en rappelez ? Effectivement, un jour, une demande est faite pour accompagner une équipe de personnes dans un pays, donc tout ça bien sûr inconnu. Et on fait appel au moniteur de tir pour à la fois encadrer jusqu'à l'aéroport militaire d'Évreux, où là les gens devaient être embarqués pour être emmenés ensuite dans un pays à destination inconnue. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 23, 24 ans. Et à ce moment-là, le commissaire, au moment de monter dans l'avion, il me dit « Viens, viens, viens ». Et il me fait monter dans l'avion, alors que je n'étais pas du tout prévu. Pas prévu de prendre l'avion. Et à ce moment-là, moi, c'était la première fois que je prenais l'avion. Je n'avais jamais pris l'avion. Et en plein décollage, les personnes qu'on accompagnait, c'est les moudjahidines iraniens qu'on raccompagnait dans un pays à destination inconnue, se sont un peu révoltés. Il a fallu menotter tout le monde en plein décollage. Et puis, ça s'est passé... normalement, on a atterri à Niamey au Niger, on a atterri ensuite à Marrakech sans savoir où on allait, et on a atterri ensuite à Libreville au Gabon où on a déposé les personnes. Et j'avoue que ce côté un peu... c'était un avion avec une mission française, avec ouverture, bien sûr, décollage partout, tout était ouvert. Je me souviens que le pilote nous dit, s'il y en a qui veulent atterrir à Roissy, on atterrit à Roissy, s'il y en a qui veulent atterrir au Bourget... Enfin, pour moi, ça me semblait complètement insensé, quoi. C'est-à-dire que c'était le taxi. Donc, vous découvrez le monde du pouvoir, où tout est possible. Le pouvoir total, c'est-à-dire que... Et donc, au fond, vous allez vous retrouver quand même, à un moment donné, au service de protection des personnalités. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans ? C'est quand même assez sympa de pouvoir penser qu'une personne compte sur vous pour faire son métier. Donc ce sont des chefs d'État, ce dont on parle en tout cas. Il y a un danger réel, puisqu'ils prennent des positions, ils luttent contre le terrorisme. Par définition, le danger existe. Alors, j'ai envie de dire, ça fait partie de leur job, et vous décidez que ça fera partie du vôtre. Oui, mais vous savez, tout ça ne se fait pas d'un seul coup, ça se fait petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, il y a un apprentissage, et vous faites votre travail sans penser véritablement et tout. Vous étiez un petit garçon très responsable ? Oui, hélas, oui. Ça veut dire quoi, hélas ? Hélas, parce que peut-être trop jeune. Moi, effectivement, j'ai été... j'ai touché.
Oui, on est vite responsable quand on est... Vous étiez 8 enfants. Hein. 8 enfants, oui. Ah, bah voilà. J'ai perdu mon père, j'avais 11 ans, etc. Donc il a fallu déjà avoir une petite responsabilité à l'âge... Vous étiez le combienième sur les 8 ? 3e. Et donc, effectivement... Donc là aussi, l'instinct de protection, ça vient de là ? Peut-être très difficile. Vous savez, c'est très difficile à déterminer. On ne voit pas l'importance que ça peut avoir par rapport aux autres. On n'a pas l'impression que c'est important. Donc Aurélie, on rappelle que donc, à 22 ans, vous devenez assistante personnelle d'un acteur américain, donc d'une star à Hollywood. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une définition de poste et voilà, l'acteur vous dit voilà ce que ça va être le job? Oui, en fait, c'est l'autre assistante qui vous explique. L'autre assistante qui a quitté le job parce qu'elle a épousé le réalisateur du dernier film. Donc elle m'explique le job. Et elle vous dit quoi alors? Elle me donne certaines clés sur sa personnalité, sur comment le gérer, parce qu'elle le connaît bien. Et elle m'explique, oui, tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est à la fois être présente et s'occuper de choses tout à fait quotidiennes, et c'est aussi gérer tout l'entourage et toute la profession. C'est-à-dire que on représente l'acteur, donc on est amené à parler à beaucoup de monde, on est amené à dire non à beaucoup de choses, et donc il faut savoir le dire avec tact, il faut savoir demander des choses impossibles aux gens, il faut savoir refuser, et protéger, et rendre l'impossible possible aussi. Donc il faut être à la fois diplomate et avoir la peau dure. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous allez découvrir que vous n'attendiez pas, finalement? Finalement, je crois que ce qui m'a le plus marqué à Hollywood, c'est la solitude de toutes ces célébrités, c'est leur malaise, c'est la cruauté de ce milieu, c'est l'hermétisme aussi de ce milieu, qui les est seuls énormément. Et à force d'être protégés, en fait, plus personne ne les atteint? Oui, plus personne ne leur dit non. Plus personne ne leur dit la vérité, donc ils ne savent plus distinguer la réalité de la fiction. Il n'y a plus de limites aussi, il y a beaucoup trop d'argent. Et n'oubliez pas qu'on parle de gens qui débarquent assez jeunes, qui sont propulsés dans la lumière, qui gagnent énormément d'argent sans savoir nécessairement le gérer. Il y a qui sont extrêmement sollicités. Il faut pouvoir le porter et l'assumer. Ça a quelles conséquences de gagner beaucoup d'argent? Vous avez dit trop tout à l'heure. Alors, la particularité de l'acteur, c'est que non seulement il dispose d'énormément d'argent, mais il dispose aussi de beaucoup de temps. Et n'étant pas forcément construit avant de devenir connu, il ne sait pas ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qui l'intéresse. L'acteur pour lequel je travaillais, j'avais beaucoup de chance, était quelqu'un qui lisait, qui était très intéressant, qui était un activiste politique. Donc j'avais affaire à quelqu'un qui s'était quand même construit à travers la littérature et l'histoire, etc. Mais je fréquentais aussi beaucoup de ses amis, son entourage et beaucoup d'autres stars. Qui n'avaient pas tout ça, qui aussi se sont construits sur leur sex appeal, par exemple, ce qui est extrêmement aliénant. Parce que ça marche quand on a 20 ans, mais quand on grandit dans l'âge, comment est-ce qu'on avance et mais enfin, c'est les mêmes problématiques, j'imagine. C'est ça. Donc, on entend tout le temps ces stars à la télé dire « mais je suis comme tout le monde », etc. Et ça fait lever les yeux au ciel à tous les gens qui regardent, parce que ils ne sont pas comme tout le monde, ils n'ont pas la vie de tout le monde, mais... En quoi, par exemple? Écoutez, on leur dit jamais non. Moi, j'ai fait des demandes absurdes. Parce qu'il y a une fascination pour la personne célèbre et que tout le monde veut la rencontrer. Donc, quand j'appelle l'armée de l'air américaine pour lui demander d'affréter un avion pour voler dans l'œil d'un ouragan, on me dit oui. Quand il va à Rome et qu'il me dit « je veux rencontrer le pape », j'appelle le service VIP du pape, qui en a un, évidemment, parce que... Et on me dit oui, le Vatican me dit oui. Enfin, je veux dire, parce qu'il y a cette curiosité, parce que derrière chaque coup de téléphone et chaque entité, qu'elle soit militaire, politique, il y a le désir de rencontrer une personnalité. Alors tout le monde est fasciné par les caprices de stars, et vous avez dit tout à l'heure, oui, mais à leur place, tout le monde les ferait. Alors prenons deux exemples. Ouais. Dans le cadre de l'acteur voilà, dont vous êtes l'assistante, c'est important qu'il y ait des purificateurs d'air partout où il va. Ouais. Donc le job, ça consiste une réaction déo. L'acteur est névrosé de nature. Et puis plus on a d'argent, plus les demandes deviennent un petit peu insensées. Et plus on s'habitue au confort, plus on attend un certain confort. Mais je mets au défi l'être lambda de ne pas
sombrer dans ses exigences, etc. Parce que ça va très très vite en fait. Mais vous pensez que n'importe quel être humain tomberait là-dedans? Pourquoi? Oui, je pense. Et pourquoi? Parce que c'est humain. Parce que quand on arrête de vous dire non, c'est comme les enfants à qui on ne dit pas non, on tombe dans le piège. Et tout le monde peut tomber dans le piège. Et donc, parmi les autres demandes, il y avait de l'eau, il fallait que ce soit de l'eau très spéciale. Il y a l'eau, évidemment, purifiée, il y a les masseurs, il y a tout l'aspect physique, parce que les acteurs sont quand même... C'est leur outil? Ouais. Mais ça, c'est un enfer. Hein. C'est-à-dire? Mais de ne pas pouvoir grossir tranquillement, vieillir tranquillement. Pour les femmes, surtout, porter ce qu'on veut, sortir à l'heure qu'on veut. Enfin, Et puis, on est trahi, les choses sortent dans la presse, on est traqué parfois. Mais notre société autorise tout ça, quelque part. Enfin, ils sont adulés. Et vous, d'ailleurs, en tant qu'assistante, vous voyez vous transformer, vous devenez californienne? Moi, je deviens californienne, et puis... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... il y a le tutoiement, il y a la voiture décapotable, et le yoga, et le cinéma, et les Oscars, et voilà. Alors, les Oscars, justement, là aussi, il y a pour vous un grand décalage entre l'image que le monde entier a et la réalité. Parce que... Mais les Oscars c'est une période de la vie hollywoodienne qui est extrêmement fatigante pour les acteurs parce qu'on est amené à faire beaucoup d'interviews, à répondre aux mêmes questions, qu'il faut être en forme. Il y a un nombre de soirées important à suivre, beaucoup de tapis rouges, etc. Donc c'est comme une compétition sportive. Les acteurs s'y préparent un peu avant, il y a tout un truc, il y a toute une compétition, il y a énormément d'enjeux économiques. Donc c'est une performance. Cette période, ça s'appelle les award seasons, c'est-à-dire la saison des récompenses. Et c'est les Jeux Olympiques du cinéma. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, vous dites finalement, dans ce monde-là qui est hyper convoité, hyper protégé, qui fait rêver, les règles changent, les règles de relations humaines changent. Oui. Je pense que la star finit par croire à sa propre importance. Et voilà, mais ce narcissisme peut être poussé jusqu'à j'ai envie de sauver le monde. Avoir la sensation d'avoir un pouvoir. Oui, je pense, oui. Qu'ils n'ont pas, en fait, parce que de tous les métiers du cinéma, ce sont certainement les plus manipulés aussi. Par qui? À Hollywood, ils sont manipulés par les agents, parce que Hollywood est dirigé par les agents, que les projets sont décidés et financés par les grandes agences. Et que ce sont les agents qui leur proposent certains projets. Eux ont une idée derrière la tête. Et les acteurs n'ont pas toujours accès aux projets auxquels ils ont vraiment envie, au rôle auquel ils aspirent vraiment. Et souvent, on leur fait faire des choses parce que c'est bien payé ou parce que c'est dans l'intérêt de leur entourage et de tous les gens qui portent leur carrière. Et ce sont des intérêts financiers colossaux. Parce qu'à chaque fois qu'un acteur fait un film, il y a un avocat qui touche 5%, il y a un agent qui en touche 10 ou 15. Donc il les pousse à faire des blockbusters quand parfois ils ont envie de faire un film indépendant, plus habité. Donc la liberté de l'acteur est trouble. Elle est... Ouais. Et donc ils sont effectivement obligés d'être paranoïaques puisqu'ils savent bien que beaucoup de gens, ils sont la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'en fait, ils font vivre plein de gens. Ouais. Et justement, comment on arrive à avoir cette confiance quand ils savent que de toute façon, tout le monde attend quelque chose d'eux, tout le monde veut obtenir quelque chose d'eux? La confiance se tisse au fil du temps et parfois jamais. Je ne sais pas pour toi. Moi, je suis content parce que je me dis que j'étais bien loin d'Hollywood. Alors quand vous rencontrez Annie, justement, c'est à quelle période de sa carrière? On se souvient tous effectivement d'un retour très émouvant puisqu'elle est au César. Alors, le César, c'est un truc très particulier. On est à la maison, on n'arrête pas de téléphoner, on vient vous chercher à telle heure. Puis à un moment, je me dis, c'est quand même bizarre, quoi. Ils n'arrêtent pas d'appeler depuis ce matin. Et elle me dit, je sais pas si je vais y aller. De toute façon, j'aurai rien. On rappelle qu'elle ne sait pas qu'elle va recevoir un César. Sauf que moi, je comprends qu'il se passe quelque chose. Parce que quand vous avez la cérémonie des Césars qui vous appelle en permanence toute la journée, toutes les 3 heures, pour bien confirmer l'heure du dit, ça trame. Là, elle va prendre son bain, et puis dans son bain, tout se passe normalement. Hein. Elle papote, elle demande comment ça va, tiens, ceci, cela. Et on voit qu'elle n'est pas préparée, en fait, à aller à la cérémonie. Elle se prépare, tranquille. Et quand elle part à la cérémonie, moi, je regarde ça à la maison, en fait. Je suis à la maison, on est devant la télévision, hein, parce qu'on n'est pas avec elle dans la salle.
C'est au moment où elle monte, en fait, où je vois que le César est attribué à, et quand je vois Annie Girardot, à sa tête, ça se peint sur son visage, qu'il est en train de se passer quelque chose. Et en fait, donc elle monte ses marches, on la voit, hein, et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est là que le cœur fonctionne. C'est-à-dire que je pense que ça l'a tellement touché de recevoir, même si c'était le second rôle, c'est un peu dur quand même. Pour ma part, c'était dur. On verra à quel point vous la protégez. Mais pour elle, Mais non. oui, incroyable. Et là, elle va parler, et en fait, tu te rends compte que ce qu'elle balance, c'est tout avec le cœur. C'est-à-dire que rien n'est écrit. Et ça se voit, et ça se voit, mais ça s'entend. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Excusez-moi. Et... votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être... Je le dis bien peut-être... je ne suis pas encore tout à fait morte. Puis c'est là aussi où toi, tu découvres qui elle est. Ah oui? Bah oui. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là? Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai Annie à la maison, et là, j'ai du Girardot, quoi. C'est complètement différent. À la maison, hein, c'est Madame Tout-le-Monde, etc. Devant les caméras, c'est Madame Girardot. Donc ça, tu commences à le comprendre, là. Et effectivement, grand moment, exceptionnel, vraiment en larmes, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça. Là, effectivement, tout à l'heure, on parlait de protection, tout ça. Et des fois, j'étais même prêt à dire que je pense qu'il y a des moments où on l'a un peu trop surprotégé. Sauf que moi, j'avais un gros avantage, c'est pas de caprice, le plus simple. Voilà. Formidable. Donc pas de caprice, pas de purificateur d'eau. Non. Si on les sauve de nombreuses situations où... Pensez à quoi? je sais pas, Clinton est à l'autre bout du fil et il s'est pas réveillé. Il y a toute une équipe qui attend et là, je dis, il est coincé dans un embouteillage, c'est terrible. Enfin bon, on est perpétuellement en train De faire des petits mensonges pour arranger la vérité, pour Ouais, protéger la personne. Oui, mais c'est là où justement je dis qu'on la surprotège trop. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'après, comme disait Aurélie tout à l'heure, tout est dû. En fait, on a le droit d'arriver en retard, on fait ce qu'on veut, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va assurer. Et dans votre cas, vous savez, votre sensation, votre instinct de protection est allé jusqu'à donner un coup de poing. C'est sur un festival de cinéma. On devait aller rejoindre Lautner, enfin, et puis on était à table, on était en train de parler. Et évidemment, quand vous êtes avec Georges Lautner, vous imaginez Georges Lautner, Girardot, donc ça parle, ça rigole, ça déconne, etc. Et puis Annie, elle était authentique, quoi. Donc de temps en temps, elle parlait, et puis elle racontait sa vie, quoi. Et puis quand elle avait envie de parler d'Audiard, elle parlait d'Audiard. Et j'entends derrière moi, parce qu'elle avait une façon de parler, ça gouaille, qu'on connaît si bien, un mec qui dit, ça y est, elle est encore bourrée, elle a encore trop bu, elle s'est droguée et tout. Et là, j'ai pas pu supporter. Je me suis levé, j'ai mis une patate au mec. C'était plus fort que moi. Je lui ai dit, mais t'es qui pour parler comme ça? Tu sais même pas... Et là, elle était déjà dans la maladie. Hein, donc, Mais c'est vrai que c'était dur d'entendre des choses pareilles. Parce que toi, tu protégeais... Moi, j'ai toujours voulu protéger l'image, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que quand j'avais des interviews qui étaient annoncées, qu'on me demandait, je demandais aux journalistes de m'envoyer les questions. C'était pas pour rectifier les questions ou pour revoir les questions. C'était juste parce que j'étais à la maison, je lui disais les questions, je lui donnais. Puis quand je voyais que ça collait pas, je disais aux journalistes, dites-la autrement, pour éviter que ça parte ailleurs. Et effectivement, et ça marchait. Et après, il y avait son image pure, c'est-à-dire, à la maison, on avait mon ex-copain, c'est lui qui la maquillait, qui l'habillait. Il fallait toujours qu'elle soit correcte, impeccable. C'était génial. Elle adorait ça. Mais voilà, et donc, pour moi, c'était ça la protection. C'était tout ce qui pouvait ne pas l'embêter. Alors au nom de quoi? Parce que je me rendais compte que c'était effectivement une grande dame, quoi. Et qu'on n'avait pas le droit de casser son image. Alors, dans l'intimité, quand on est à la maison et qu'elle me parle de ses années passées, de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ses envies, ses regrets...
le sentiment qu'elle a eu aussi de temps en temps de s'être fait avoir ou pas. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est des choses que vous entendez. Mais quand elle me dit, dans ces années-là, il y avait un tel, machin, il a été comme ci, il a été comme ça, on a fait ci, on a fait ça. Et quand elle vous explique que les gens étaient durs avec elle, méchants avec elle, là, tu te dis, non, t'as pas le droit, quoi. T'as pas le droit d'être dur avec elle, t'as pas le droit d'être méchant avec elle. Donc ce sont des gens exposés et vulnérables, et donc je sens qu'il y a une hyper-empathie, en fait, oui, de votre côté. C'est ça. Moi, c'était plus de l'hyper-professionnalisme que de l'hyper-empathie, je pense. Mais ce qui se rejoint dans nos histoires et dans nos témoignages, c'est cette solitude Alors après, c'est l'isolement, effectivement, et le côté esselé. Mais l'homme politique, là aussi. Ah oui, complètement. Complètement, ce sont des gens qui sont, qui ont une bulle assez restreinte et qui sont complètement isolés et qui veulent s'isoler parfois avant d'entreprendre justement soit des discours, soit des choses importantes. Donc ils veulent totalement s'isoler. Je me souviens que les déplacements, par exemple, courte distance, en hélicoptère et autres, il y a souvent le pilote ou le copilote qui aimerait discuter un petit peu. Donc là, ce que vous pensez, c'est vous êtes avec Nicolas Sarkozy. À ce moment-là, il est quoi? Il est ministre de l'Intérieur? Ministre de l'Intérieur, oui. Et donc, vous êtes à ses côtés et vous sentez ses besoins? Oui, parce qu'on sait quand il a bien dormi, quand il a mal dormi, quand il a faim, on sait qu'il y a des signes comme ça qui apparaissent. Bon, on les observe, on les analyse et on essaie de trouver une réponse. Et c'est vrai que dans les déplacements, bien souvent, ils veulent des moments paisibles, des moments où ils peuvent se retrouver un petit peu. Et c'est vrai que là où je parle de cet hélicoptère, où je voyais que manifestement le pilote avait vraiment envie de converser et tout, et je ressens effectivement qu'il, lui, n'a pas envie, quoi. Il est plutôt là à se laisser transporter. Et là, vous prenez une initiative? Et là, oui, je débranche le casque, en fin de compte. Bon, ce qui fait que le pilote parlait en pensant qu'il l'écoutait sans pouvoir savoir qu'il ne pouvait pas lui répondre parce qu'il entendait. Et là, ça crée un moment de complicité parce qu'il a vu ce geste? Mais oui, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils ont besoin, il y a un regard, etc. Dans des moments, vous savez, dans des moments de foule un peu tendus, toutes les personnalités d'ailleurs, toutes les personnalités vous regardent, et là on sent que le regard interpelle et demande une réaction. Il y a une espèce de complicité dans le regard, et l'objectif c'est d'essayer de faire lever tous les doutes. Donc vous restez aux côtés de Nicolas Sarkozy pendant quoi, 1 an et demi, c'est ça? Oui, mais oui, parce que au départ, j'appartenais à un groupe qu'on appelle le GAP, le groupe appui de personnalités. Et effectivement, j'étais au Guatemala, je finissais une formation et un coup de fil m'annonce que je rentrais le vendredi soir et le lundi matin, je vais me présenter au bureau pour quelque chose qui ne m'avait pas dit au téléphone, et donc... C'est un peu comme ça dans vos métiers, il y a plein de mystères, c'est comme dans James Bond en fait. Hein. Oui, il y a des faux noms, il y a des trucs... Donc en fait, vous avez un rendez-vous, vous ne savez pas avec qui ni pourquoi. Le lundi matin, donc au bureau, pour une raison que et arrivé le lundi matin, donc à 8h, je monte dans la voiture avec le boss et son adjoint, en me disant on va sur Neuilly, et là mon chef de service me dit voilà, on va rencontrer Nicolas Sarkozy, mais avant on va rencontrer M. Hortefeux pour discuter un petit peu. Et en arrivant sur Neuilly, on est effectivement présenté à M. Hortefeux, qui était en recherche d'officier de sécurité pour un avenir de M. Sarkozy. Donc, ce qui correspondait, c'est que je courais beaucoup, je faisais beaucoup d'activités physiques, donc ça correspondait bien au profil souhaité, puisque il courait pas mal à l'époque. Donc, M. Hortefeux m'a dit écoutez, c'est parfait, je vais vous le présenter et tout. Et donc, il me présente à M. Sarkozy, qui était à son bureau en train de travailler, qui m'a salué, qui m'a dit vous pouvez commencer quand? Alors, je revenais effectivement du Guatemala de 3 semaines, donc j'étais un peu quand même fatigué. Mais bon, mon chef de service m'a dit écoutez, non, tout de suite, il peut commencer. Donc, tout de suite dans la foulée, on a attaqué donc en plein décalage horaire. Voilà. Alors, mais alors, est-ce que vous arrivez à suivre le rythme? Parce que pour le coup, c'est quelque chose de public, ça. Son énergie, son tempérament fait que d'un coup, c'était pop-up tout le temps. Oui, c'est vrai que c'était un peu... Mais bon, j'aimais un peu tout ce qui bougeait un peu comme ça. On a fait des fois des personnalités très, très remontes aussi. Ça me convenait. Et là, il avait petit à petit, donc il a pris de la puissance, bien entendu, puisqu'il était ministre de l'Intérieur. Et alors, donc vous faisiez les fameux jogging avec lui? Oui. La mission, c'était effectivement d'être en permanence avec lui du matin. Donc moi, j'étais un petit peu en banlieue parisienne, ce qui fait qu'il fallait se lever très tôt pour être à cette bonne heure à Beauvau, de façon à pouvoir organiser la journée. Alors avec des déplacements et autres, on avait effectivement un emploi du temps qui était fait, qui était organisé par ses conseillers.
et des déplacements dans toute la France, en Corse. Mais concrètement, ça, vous êtes dans un déplacement, on va dire, il y a une foule, vous devez être attentif à la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer. Donc ça veut dire que vous êtes stressé en permanence. Oui, alors stressé, il faut l'être. Surstressé, non, il faut l'observation de l'analyse. En fonction de la position des mains, du corps, etc., on peut être amené à penser qu'il peut y avoir quelque chose. Donc on est déjà en train d'analyser une personne. Dans la foule, voilà. C'est les comportements des gens, vous êtes obligé de les observer. Quand ils sont suspects, c'est parfois des Voilà. gestes. Par exemple, si dans une foule où il fait très froid, où il y a quelqu'un en sueur, c'est pas tout à fait normal. Bon. Et donc la question du risque, elle est intégrée. C'est-à-dire que par définition, cette personne, encore une fois, fait un boulot hyper exposé, et donc cette personne est une cible, et vous choisissez d'être une cible. Je me souviens qu'une fois, il avait une visite à faire dans un quartier agité. On traversait un marché, et j'ai vu dans l'attitude générale des personnes qui avaient autour que ça allait mal se passer, puisque c'était un marché, il y avait des gens qui commençaient à faire des petites réserves de tomates et autres, enfin commençaient à vouloir. Et là, il faut prendre une décision. Le pire, c'est de prendre la décision. Vous savez, en protection rapprochée, les décisions sont de 3 niveaux. Vous lui demandez simplement de quitter les lieux par voie verbale, donc vous lui parlez simplement. La deuxième, vous lui parlez un peu plus sèchement, et là, vous l'aidez un peu physiquement. Et la troisième, vous lui demandez rien, et là, vous l'évacuez parce qu'il y a un tir qui se passe ou quelque chose. Et c'est vrai que le plus difficile pour un officier de sécurité, c'est de prendre la décision de faire ou ne pas faire. Et là, la décision, parce qu'on a quand même affaire à quelqu'un d'important, et ça, quand on est jeune, c'est difficile à prendre une décision comme ça, parce qu'on a peur de faire une erreur. Et on a peur d'être ensuite... dire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne vous rendez pas compte? Vous avez cassé l'image, parce que bon, tout est filmé. C'est un dilemme permanent. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'exposer au danger, et donc il faut bien réagir, et de ne pas faire de zèle, parce que du coup, ça se retourne contre la personnalité, parce que c'est filmé, parce que chaque ça va faire le buzz, etc. Effectivement, après, bon, les journalistes peuvent interpréter, analyser ce qui s'est passé et tout, mais la décision est brève, elle doit être rapide et efficace. En fait, au fond, c'est presque concomitant, c'est-à-dire vous acceptez l'idée de pouvoir mourir pour quelqu'un d'autre. Ah, ça fait partie de l'abnégation, mais ça fait partie des règles du travail. Sans discernement. C'est-à-dire que sans discernement. On peut protéger quelqu'un pour qui on a de l'affection, mais si on protège quelqu'un pour qui on n'a aucune affinité. On fait l'abstraction totale, en fin de compte, de la personne. C'est-à-dire qu'on considère que la personne constitue une mission. C'est une mission, en fin de compte. Alors on s'interroge sur le lien que vous avez avec certains. Vous allez nous dire, effectivement, ceux avec qui il y a une affinité ou une connivence. Parfois, ça se passe de mots. Mais alors, pardon, hein, je ne travaille pas du tout pour les journaux People, je ne les ai jamais lus, etc. Mais là, il se passe un truc entre vous et Hillary Clinton, on est d'accord? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce regard? C'est vous, là? C'est un moment où elle était avec le président, donc elle était première dame, et donc elle se déplaçait sur Paris avec visite de théâtre et autres. Et donc, effectivement, là, elle remercie les gens qui ont travaillé pour elle. Donc, mais c'était une femme qui était assez curieuse. Elle a fait partie des gens qui m'ont marqué, puisque je me souviens au Louvre, par exemple, elle s'est dirigée vers un gardien du Louvre qui était dans un coin. On lui avait certainement donné l'instruction de rester discret dans un coin pratiquement neutre. Et je vois encore Hillary Clinton qui se dirige vers lui. Et lui, il ne savait plus où se mettre. Et elle va vraiment sur lui pour le remercier, pour le saluer. Donc il était complètement surpris. Il s'est dit, je vais me faire engueuler parce que je devais rester machin. Puis elle est venue sur moi. Donc c'était une femme qui était très chaleureuse et qui allait vraiment vers tout le monde, tous ceux qui avaient travaillé pour elle. Puis l'avantage de travailler avec les États-Unis, le gros avantage, c'est que aux États-Unis, c'est le responsable de la sécurité qui décide du déplacement qu'elle va faire, de l'endroit où elle va aller, alors qu'en France, c'est l'inverse. C'est une priorité pour eux, alors que là, vous devez vous adapter. Pour eux. Nous, on s'adapte. Et est-ce qu'il y a d'autres personnalités comme ça marquantes? Je pense au pape Jean-Paul II. Le pape, oui, le pape, ça a été une mission assez divine, dans le sens où... alors, il faut savoir que le pape, quand il est venu à Lourdes, était très malade, donc il a fallu prévoir effectivement toute une stratégie pour l'évacuer, etc., des hélicoptères de secours, tout était vraiment calculé, donc tout était vraiment faible. Et les gens m'ont vraiment surpris, le regard des gens, les gens qui le regardaient, mais des milliers de personnes qui étaient complètement
voilà, moi j'avoue que cette mission m'a vraiment surprise et que ce qui m'étonnait, par exemple, quand on était à côté de la Papa Mobile et qu'on faisait un déplacement, il fallait qu'on ait un contact avec le véhicule, la main posée sur le véhicule pour des raisons de sécurité. Et les gens nous touchaient, nous accrochaient, nous touchaient avec leurs enfants. C'est-à-dire que moi, j'avais des coups d'enfants. Ils me donnaient des coups d'enfants, des coups de tête d'enfants et tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Ils me disaient, il faut laisser faire. C'est-à-dire que l'officier du Vatican nous disait, il faut laisser faire parce qu'ils veulent un contact avec le pape. Et comme vous êtes le relais avec la voiture et le pape, donc ils pensent qu'il y a un relais avec les enfants. Donc c'était complètement incongru. C'était complètement incongru. Et parmi les autres personnalités qui vous ont marqué, donc vous disiez, il y avait Yasser Arafat et sa femme, Oui. attentive aux autres. Finalement, je remarque que ce qui vous marque, c'est l'attention qu'on vous porte. Oui, parce que bien souvent, vous savez, l'attention, l'éducation fait que, je pense pour tout le monde, ça doit être la même chose, mais un bonjour, au revoir, merci, je pense que c'est dans la Alors, ça paraît naturel, sauf que ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Des gens, loin s'en faut. Parce que, et donc évidemment, vous ne donnerez pas de nom, mais ce sont des gens pour qui vous acceptez de risquer votre vie, et eux, ils n'ont pas pris la peine souvent de vous dire bonjour, au revoir. Voilà. Et c'est vrai que, oui, en l'occurrence, M. Arafat, effectivement, faisait partie des personnes qui étaient très soucieux. Alors, encore une fois, cette culture de l'attentat, cette culture de la protection fait qu'il était habitué à avoir une permanence d'officiers de sécurité, que ce soit palestiniens ou autres, autour de lui. Donc, il était habitué à ça. Et à chaque fois, effectivement, il n'hésitait pas à se déplacer pour dire bonjour, au revoir, etc. Et ça, c'est des choses qui nous marquaient. Y compris, d'ailleurs, vous savez, les petites choses simples, quand vous travaillez 15-20 heures avec une personnalité, parce que voilà, elle vient en France et elle veut remplir son emploi du temps au maximum, parfois, vous demandez si vous n'avez pas soif ou faim. Ça peut arriver, parce que quand vous êtes avec une personnalité, il ne faut pas croire, c'est pas les restaurants, c'est pas tout ça, c'est qu'on est en permanence, et des fois, peu se soucie de savoir si vous avez mangé ou si vous avez bu, quoi. Donc lui, voilà, c'est tout le temps ce souci du confort. Laïla Chaïd, qui l'accompagnait souvent, effectivement aussi était très soucieuse du confort des officiers de sécurité qui l'entouraient. Et je me souviens qu'une fois, une mission de discussion qui a vraiment tardé, le soir venu, vers 23h, elle me dit vous n'allez pas repartir et tout. J'ai dit, écoutez, on est obligé, puisqu'elle dit non, vous allez dormir. Elle nous avait donc donné sa suite pour que les 10 officiers de sécurité puissent se détendre un peu avant de reprendre le lendemain matin de bonne heure la mission. C'est des choses qui marquent. Et est-ce qu'il y a eu des demandes incongrues ou des caprices, comme on dit? Il y en a toujours plus ou moins. Donc c'est vrai que dans le monde politique, il y a souvent des demandes un peu particulières. Je me souviens d'une visite du président Poutine qui, subitement le soir, avait décidé d'aller marcher sur les Champs-Élysées. Alors ça semble complètement anodin, mais quand vous avez Poutine qui veut marcher sur les Champs-Élysées... Et d'où à Poutine, vous dites pas niette? Ah ben non, bien sûr que non. Mais c'est comme ça, voilà, quand Nicolas Sarkozy veut courir à New York, dans le parc, bon voilà, on y va, et il se trouve que on court, et une femme qui arrive avec un cheval, justement, le cheval fait tomber la femme, et donc le cheval se blesse un peu, la femme se redresse, et lui va au-devant d'elle, etc. Enfin, on est dans quelque chose d'un peu surréaliste. Il y a de l'imprévu, tout le temps. Et de l'imprévu. Alors Léo, on a dit que vous aviez rencontré Annie Girardot d'abord sur un tournage, ensuite vous êtes venu la voir parce que vous aviez sympathisé, sans même vous en rendre compte, vous êtes devenu son assistant personnel. Bon, à un moment donné, c'était formel. Et puis il y a eu l'apparition de la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, si on retrace un petit peu, on part à l'hôpital, on fait des examens. Là, on laisse Annie toute seule avec le médecin. Vous savez, il y avait une vitre transparente. Et là, je vois Annie qui se lève en disant « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Non, je perds pas la mémoire !» Mais c'est un truc très fort, hein, c'est violent. Et on se dit « Merde, qu'est-ce qui s'est passé ?» On ne sait pas ce qui s'est passé, en fait, dans le cabinet. Et en rentrant à la maison, comme d'habitude, bon, petit chocolat, tout ça. Puis là, elle me dit si j'apprends un jour que j'ai Alzheimer, je passe par la fenêtre. Et en fait, c'était pas encore tout à fait diagnostic. C'était presque fait, mais voilà. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit, on lui dit pas, etc. Puis en fait, on décide de rien dire du tout. Mais sauf qu'on dit rien à Annie, mais on dit rien non plus à l'entourage. Là, c'est un peu compliqué, parce que là, on est enfermé dans notre propre secret. Secret qui est en même temps un mensonge, puisque quand tout le monde nous dit « Mais comment elle va ?» Très bien. Et sinon, non, en ce moment, on ne peut pas, elle est fatiguée.
voilà, c'était très compliqué. Et on vit comme ça pendant longtemps. Et pendant cette période, vous continuez de la faire jouer? Oui, alors, l'idée, c'est que plein de gens lui demandent est-ce qu'elle peut tourner, etc., etc. Et moi, je dis oui. Vous savez, à l'époque, on ne parlait pas trop de la maladie d'Alzheimer, hein. Faut quand même le savoir. Je lis un livre qui s'appelle Alois Alzheimer, qu'il a fait donc il y a quelques années, et je me rends compte que tout ce que lui, tous les symptômes dont il parle, c'est ceux que j'ai à la maison. Et je lis dans une des phrases du livre, l'important c'est de rester, en schématisant, l'important c'est de continuer à faire ce qu'on a à faire. Et je me dis, bon, bah pourquoi pas. Et en même temps, on voit bien que pour elle, le cinéma, c'est pas les lumières, c'est le cinéma, les gens autour, tout ce monde qu'elle aime, etc., etc., c'est très important pour sa vie. C'est le lien social aussi. C'est le lien. Donc on se dit, ok, eh ben on tente. Donc effectivement, au tout début... Vous le tentez, c'est-à-dire vous dites oui pour un tournage? On dit oui pour un premier tournage. Et en fait, au retour du premier tournage, on nous dit ça a été quand même difficile. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, de temps en temps, les petites pertes de mémoire. Ok. Mais sauf que nous, on dit toujours rien. Donc, toujours pareil. Oui, moi là, on revient de voyage, elle est super crevée, etc., etc. C'était quoi l'enjeu finalement? Le dire, pourquoi c'était si compliqué pour vous? Moi j'avais peur d'un truc, c'était justement qu'on lui casse son image, parce que ça, c'était terrible. Donc premier tournage difficile, deuxième tournage chez Connery Carac, et puis troisième tournage, donc le temps des porte-plumes. Et là je dis directement, je me dis, je peux faire confiance, j'ai l'impression, je sentais qu'il fallait que je fasse confiance à ce premier assistant, et je lui dis, bon le problème c'est qu'il faut que je vous avoue un truc, Annie a la maladie d'Alzheimer, on est en tout début, etc., etc. Bah, finalement j'ai bien fait de le dire, parce que le tournage s'est passé, mais à la perfection, et merveilleusement bien. Parce que d'un seul coup, même les équipes n'étaient pas au courant. Mais le premier assistant, d'un seul coup, était complètement dans la complaisance, il comprenait tout. 1 minute de retard, c'était pas grave. Il savait qu'il y avait un temps de préparation qui était un peu plus long, qu'il fallait un peu l'isolement, mais l'isolement, c'était pas du tout parce que... c'est l'isolement parce qu'on lui faisait répéter son texte bien avant. Même si elle se déconcentrait, ce qui était quand même formidable, et ça, on peut le voir à l'écran. Dès qu'elle commençait à envoyer le texte, ça suivait derrière, quoi. Parce que même si on a l'impression qu'elle l'oubliait, je suis pas sûr qu'elle l'oubliait. Elle a une chance folle de vous avoir. Je dirais peut-être pas ça. Parce que vous avez quand même pris en charge ce que fait une famille. Parce que c'est vrai, elle a raison, Aurélie. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes assistant, là, vous devenez, ça n'a plus de nom, un membre de la famille, oui. Infirmier. Mais non, j'essaye de trouver un moyen de lui faire plaisir. C'est-à-dire qu'elle soit heureuse. Parce que qu'est-ce qui lui plaisait, en fait? C'était pas de faire des voyages. Parce que des fois, quand je lui disais, bon, on doit partir là-bas, elle disait, qu'est-ce qu'on va les foutre là-bas? Faut refaire les valoches, on va prendre l'avion, on va prendre le train, on va prendre la voiture. Voilà, c'était drôle. Mais par contre, si je lui disais, tiens, on t'a appelé là, parce qu'il y a un scénario, il faut que tu le lises. Scénario, pardon, il faut que tu le lises. Ah, bah alors ça veut dire que c'est du boulot. Là, tu sentais que c'était, voilà, elle était heureuse. Et en fait, je pense que c'était ça l'idée. C'était, moi, je voulais qu'elle continue, parce que ça la rendait heureuse. Vous êtes resté 15 ans auprès d'elle, à des moments où peut-être que d'autres se ressenti ne pas avoir les épaules. Pour vous, c'était pas envisageable une seule seconde à un moment, de la quitter. C'est difficile. Hein. J'ai voulu tout lâcher. À un moment, j'en pouvais plus. Franchement. D'abord parce que ma vie professionnelle, c'était une cata. Ma vie privée, c'était une catastrophe. Et que, voilà... Donc, t'es au téléphone, t'appelles quelqu'un. Donc, entre autres, moi, Alice Delin en a parlé. J'ai eu 3 heures au téléphone. Je pleurais au téléphone. Je lui dis, j'en peux plus. Je lui dis, je sais pas comment faire, mais je veux tout lâcher, je veux tout plaquer. Parce que j'étais à bout aussi. J'étais fatigué. C'est compliqué. Hein, Et puis, il y a aussi le fait qu'à un moment... Puis la maladie, c'est anxiogène. Je disais, je me lève maladie, je mange maladie, je me couche maladie. Donc ça, c'est difficilement gérable. Je suis pas médecin. Hein. Donc le médecin lui-même, quand vous dit il faudrait que vous preniez des rendez-vous pour avoir un psychothérapeute ou un psychanalyste, pour nous, oui. Moi je lui dis, je vois pas pourquoi, tout va très bien. Je comprends mieux, hein, oui. Parce que quelques années après, tu te dis, je sais pourquoi il m'a dit ça. Mais j'imagine que vous avez fait une petite dépression après tout ça, non? Ah j'ai carrément fait un truc complètement dingue. C'est que non seulement j'ai perdu la mémoire pendant quelques temps, j'ai fait un gros burn-out, ça s'appelle comme ça maintenant. C'est-à-dire que tu me parlais, je m'en foutais. Je les emmerde, je les ai encore, mais... Ça, c'est quand elle va être placée en maison? Oui. C'est à ce moment-là que vous craquez?
Aurélie parle de cette petite dépression. J'imagine, parce que c'est quand même... Et puis vous étiez dans une relation d'osmose, enfin en osmose. Oui, bah, c'est vrai, oui, c'est surtout ça. C'est que, puis, tout à l'heure, il disait, je me souviens que quand on faisait des soirées, un simple regard, je savais ce que ça voulait dire. Ça veut dire soit on se casse, ou soit c'est génial. Mais c'est juste le regard. Puis, quand elle n'était pas bien, elle me cherchait, on voyait, elle me cherchait, elle me disait, ah bon, il est là, ça va. Puis alors, des fois, elle me regardait, elle faisait... Donc là, ça voulait dire, taillot. Mais même pendant la maladie, vous voulez dire, il y avait cette complicité. Bien Même sûr. si elle ne savait pas vraiment les tenants, les aboutissants de la situation. Il y avait un ressenti de l'instant présent. Toujours. Et donc, pour expliquer effectivement cette dépression, ce burn-out, c'est parce que tout simplement, vous vous êtes oublié? Je crois. Ben, je crois parce que d'abord, tout part en cacahuète. Hein. Je me sépare, je m'engueule avec tout le monde. Tu reçois plus un coup de fil. Puis personne te connaît, te reconnaît. Vous voulez dire que quand vous êtes proche d'elle, forcément, vous recevez tous les coups de fil qui lui sont adressés à elle, donc vous répondez au téléphone beaucoup, et d'un seul coup... Donc la question, là, vous posez la question de la place, en fait. C'est quelle est ma place, finalement, ou quelle était ma place dans la vie de tous ces interlocuteurs? C'est un peu ça, oui. Oui, puis à un moment, je me suis même dit, très honnêtement, hein, pourquoi je l'ai fait et est-ce que j'aurais dû le faire? C'est très difficile à gérer. Très, très difficile. Mais à votre avis, pourquoi l'avez-vous fait? Je pense que c'est parce que je me suis pris vraiment d'amitié et d'amour pour elle. Parce que c'était quand même un petit bout de bonne femme, il faut le savoir, qui était adorable, gentille, pas du tout caractérielle, avec sa gouaille, et un caractère, si, oui, très fort, parce que quand elle avait envie de dire merde, elle le disait, hein, elle ne gênait pas. Hein. Et en fait, je me suis dit, je crois que je l'ai fait, c'est parce qu'effectivement, c'est une femme qui était aimante, et puis apaisante. Parce que quand moi, elle disait toujours, oh, il n'arrête pas de gueuler, les chiens. Parce que justement, des fois, je prenais des décisions et je n'étais pas content parce que ça n'avait pas été fait au millimètre. Exemple tout bête, quand on doit aller sur Monaco et qu'on vous appelle et on vous dit on vous a trouvé un super hôtel et tout, et que vous vous dites bah non, moi je veux un hôtel avec pas de marche, enfin, dans la chambre, je veux une baignoire, je veux pas une douche. C'est pas des caprices. C'est juste que je sais ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je suis en train de millimétrer que quand on va arriver à l'hôtel, il ne faut pas qu'elle monte ou qu'elle descende des marches parce qu'elle n'aime pas ça et puis que je ne voudrais pas qu'elle se casse la figure. La baignoire, c'est parce que c'est habituel et la douche, c'est pas possible, etc., etc., etc. Et quand tu arrives dans un hôtel et que tu as tout l'inverse de ce que tu as demandé, tu ne fais pas un caprice, tu dis juste non, c'est une question de sécurité. Parce que vous comprenez qu'on avait je demandais des chambres mitoyennes. Et on me disait mais pourquoi? Je dis parce que je veux que les portes soient ouvertes. Donc je veux pas de marche. Parce qu'imagine qu'elle avait envie de venir me voir. Elle descend les marches, elle tombe. Les gens, tu vois, ils se rendent pas compte de ça. Vous devez penser à tout. Il fallait penser tout le temps, vous anticipez chaque seconde. Et donc c'est son bien-être, sa vie elle, au point finalement de s'oublier de vivre la vôtre. Et donc la question c'est est-ce qu'il y a de la place pour votre propre vie? Et votre vie privée, c'est-à-dire est-ce que c'est facile d'avoir un amoureux qui sait que dans votre vie, il y a un homme qui compte plus que lui en termes d'emploi du temps? Écoutez, moi j'ai une histoire très différente. D'abord, j'étais jeune et ce job m'a donné accès à énormément de choses. J'étais très curieuse. Ça veut dire pas d'amoureux pendant 5 ans? Non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré plein de gens intéressants. J'ai été très sollicitée. Est-ce que certains se plaignaient de ne pas avoir toute mon attention? Sans doute. Un en particulier, je me souviens, me faisait des crises parce que j'étais pas assez disponible. Mais j'avais plus une soif d'expérience qu'une envie de construire affectivement. Il y a eu des moments où forcément j'avais... voilà. Mais j'avais pas non plus l'âge pour ça. Et vous avez la sensation quand même que ce travail si particulier, où on a finalement une relation intime, de protection, d'anticipation permanente, donc l'esprit est occupé du réveil jusqu'au coucher, ça prend de la place et c'est difficile en parallèle de construire une vie affective. Mais c'était plus mon métier qui prenait de la place, enfin le fait que je travaillais beaucoup, qu'on était en tournage, qu'il se passait tout le temps des choses, plus que le soutien psychologique que je lui donnais. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu différent et je pense que quand on a 20 ans, on travaille tard, enfin Moi, ça m'a valu quand même de... Et l'abnégation de soi, l'abnégation de soi, je suis pas allée jusque-là. Je suis pas trop rentrée là-dedans, mais comme dans tous les métiers, quand on est un peu jeune, on s'en prend plein la gueule.
parfois on se retrouve dans des situations un peu humiliantes, on a des conflits, et on aimerait ceci et cela, et on a des revendications et des espoirs, enfin bon. Mais je me suis bien amusée avec lui politiquement, c'était vraiment enrichissant. Et intellectuellement, je dois dire. Je me suis bien amusée politiquement avec lui. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait une conscience politique. Qui avait une conscience politique, donc ça m'a aidé à tenir. Parce que je pense que le côté enfant, acteur, névrosé, etc., avait ses limites. Enfin, j'en voyais les limites assez rapidement. Mais je pense que c'est l'univers dans lequel il évoluait qui a fait que je suis restée aussi longtemps. Parce que sinon, qu'est-ce qui aurait été insupportable dans ce côté enfant, acteur Mais parce que c'est le vide. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait des études, j'aspirais à plein de choses, j'avais des choses à dire et faire. À un moment donné, voilà, gérer le quotidien d'un homme de 43 ans dont on n'est pas amoureuse. C'est ça. En fait, si vous oubliez de commander des sushis dans le jet, ça peut être un scandale. Mais, bien sûr. Mais vous ne vous rendez pas compte de l'erreur. Il n'y avait pas de sushis dans le jet. Je sais pas, j'oublie sa ceinture avant une première de film parce qu'il est incapable de retrouver sa ceinture. Enfin, voilà. Mais c'est drôle, c'est très drôle parce que j'ai déménagé la semaine dernière et j'observais les déménageurs qui ont un métier tellement difficile et manuel et éprouvant et je les voyais monter et descendre les escaliers. Et un des déménageurs remarque mon livre et donc je lui offre mon livre, il le lit et le lendemain il vient pour finir le déménagement et il me dit « Oh là là, vraiment, j'ai de la peine pour vous, je ne sais pas comment vous avez fait. » Et je me disais la même chose de lui. Donc, tout est relatif, comme dirait Einstein. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait que ce déménageur avait de la peine pour vous en lisant le livre? Je pense que lui, il voyait ça comme une forme d'esclavage. Il a vu toutes les choses que je faisais, à quel point je me démenais, le rythme, et puis, il y a quelque chose de très ingrat, parce que je veux tout de suite. Enfin, et donc, lui se sentait... Et ça relève de l'autre débat, se sentait beaucoup plus libre, montant et descendant des escaliers avec des grosses boîtes, mais à son rythme. Mais vous avez eu la sensation, par contre, d'être esclave à un moment donné? Il y a 2-3 moments où je l'ai eu. En fait, il arrive forcément un moment où il sent que je fais les choses mieux que lui, donc il ne se donne même plus la peine de les faire lui-même, puisque de toute façon, je vais les faire et je les ferai mieux. Quel genre de choses vous faites mieux que lui? Gérer les gens, en fait. Donc, il me laissait, moi, gérer tout ce qu'il ne voulait pas faire, tout ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est-à-dire non, c'est-à-dire... Dans la vie professionnelle? Oui, et personnelle aussi. Donc, une invitation à dîner personnelle, vous disiez, non, il ne peut pas, tout ça? Oui. Je pense qu'on peut dire aux gens qui nous regardent, si on aspire à être libre dans la vie, il ne faut surtout pas choisir la lumière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas libre avec ce genre d'exposition. Et donc, si on est vraiment amoureux de sa liberté, de sa liberté d'action, de penser, c'est vraiment à éviter à tout prix. Alors, vous l'avez quitté, on va dire ça comme ça, parce que peut-être qu'il l'a vécu comme ça au bout de 5 ans, pour faire votre vie. Ouais. Vous avez écrit cette expérience dans un roman, mais qu'est-ce que vous aviez envie de raconter, au fond? Qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre? L'histoire de cet homme parle aussi de notre société, d'une société de l'apparence, d'une société de la réussite, de la reconnaissance. On a tous soif de reconnaissance. Je pense que c'est un besoin à la fois inné et exacerbé par la société dans laquelle on vit, une société de consommation, une société d'image. C'est d'autant plus exacerbé par les Instagram et compagnie. C'est un vrai sujet. Le nouveau président des États-Unis est une star de la télé-réalité. Enfin, on nage en plein dans l'extrapolation de cette idée. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis, je me suis mis en scène aussi dans le roman parce que j'étais moi-même une jeune femme avec mes aspirations, mes envies, mes idées. Et j'étais tout aussi pathétique que lui dans cette espèce de système. C'est-à-dire ? Mais comme on peut l'être quand on a 20 ou 25 ans. Parce que là, vous avez du recul aujourd'hui, vous ne l'aviez pas forcément à ce moment-là. Oui, mais moi, je voulais faire des films et je croyais à certaines choses. Enfin, j'étais moi-même aussi, quelque part, certainement, j'avais moi aussi un besoin de reconnaissance qu'on a tous. Mais... Du coup, prête à accepter des choses que vous n'accepteriez pas aujourd'hui? Sans doute. Après, je me suis pas sacrifiée tant que ça. Enfin, je veux dire, c'était un métier. J'ai eu une vie incroyable aussi. J'ai eu énormément d'expérience.
qui m'ont aidé à rendre l'impossible possible. Ça me sert énormément aujourd'hui quand je pars en tournage au fin fond de la Namibie ou du Kazakhstan ou de Madagascar. Je sais me sortir de n'importe quelle situation. Vous faites des documentaires aujourd'hui? Aujourd'hui, je réalise des documentaires. Et puis, une capacité d'adaptation et voilà. À chaque univers, son langage, et plus on maîtrise de langage et de langue. Mais moi, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est ma vie intérieure et la connaissance aussi, l'instruction. Je pense que c'est très important Sinon, on peut sombrer dans le vide, c'est ça? Je pense, ouais. De péter un peu un plomb, Jean-Pierre, vous êtes du genre à péter un plomb? Je n'arrive pas à l'imaginer. Non, pas du tout. Non, j'essaye d'être en tout cas, ce garçon qui venait d'un monde ouvrier, encore une fois, qui se retrouve à protéger les gens les plus puissants de la planète, votre vie, elle est extraordinaire au sens étymologique. Non, j'en ai pas conscience, parce que bon, je pense que c'est un métier passionnant. Moi, je suis encore passionné, j'ai 62 ans, je suis toujours passionné par ce que je fais. Ça durera le temps que ça durera. Je suis actuellement en train de m'occuper de toute la structure de la mise en place pour les privés maintenant, parce qu'il y a une grosse mise en place de ce qui se fait dans le monde privé de la protection rapprochée. Et donc, effectivement, j'ai travaillé avec le monde des syndicats et autres pour mettre en place une structure qui pourra apporter une expérience aussi au monde privé qui a besoin aussi d'avoir quelque chose de concret et d'efficace. D'accord. Donc, l'humilité, Jean-Pierre. J'ai une question quand même. Il n'y a pas un matin où tu te dis, j'ai pas envie d'y aller? C'est une bonne question. Non, franchement pas. Je m'inquiète parce que j'aime encore ça. Alors c'est là où je m'inquiète. Non, mais c'est bien. Je m'inquiète parce que j'aime ça. C'est une passion en même temps. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de mourir pour quelqu'un. Très passionné. J'ai vraiment envie de partager l'expérience. Et vous, Léo, donc quand vous racontez Annie, te souviens-tu, c'est un exutoire, c'est de raconter toute la complexité des sentiments qui vous ont traversés. Fallait que... Et ça m'a fait du bien, finalement. Ça m'a fait du bien, mais très longtemps après la sortie. Pendant la sortie, le livre a été vu, a été lu, les gens sont venus me parler, c'était extraordinaire. Bon, ça m'a fait plaisir. Et puis, c'est vrai qu'avec du temps, etc. Puis malheureusement, Annie est partie en 2011. Et j'ai l'impression que c'était un peu la fin de l'histoire, quoi, quelque part. Et c'était très bizarre. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me dis que je ne ferai pas le même. Parce que celui-ci, il y a de l'humour. Hein. Je raconte pas des choses. Ouais, tu sais, à tel moment, c'était chiant. Il y avait ça. Non. J'étais très heureux de le faire, ce livre. J'en suis pas du tout mécontent. Parce que ça a été lu, que les gens, ça leur a plu. Et comme par hasard, je vais vous dire, j'ai beaucoup plu au monde médical. Parce que comme je raconte en fait la vie de l'aidant, le quotidien de ce que fait l'aidant, parce que c'est un peu comme ça que j'étais considéré, on va dire. Il y a un infirmier qui a fait son mémoire, par exemple, sur ce livre. C'est quand même extraordinaire, qui travaille en gériatrie. Mais c'est intéressant comment gérer la maladie, tout ça. Exactement. Il y a plein de trucs. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que d'avoir travaillé dans les hôpitaux et tout ça, que je connais les structures, je sais qui est qui, etc. etc. Moi, je protège le monde médical. De temps en temps, nous, on faisait une teuf toutes les semaines, on faisait une petite fête, on faisait un barbecue. Et en fait, heureusement qu'on le faisait, ce barbecue. Parce que ça détendait l'atmosphère. Parce que toute la journée, t'es dans du social, etc., etc. C'est compliqué. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai presque fait la même chose en fait avec Annie. Hein. C'est-à-dire que c'était des moments extrêmement difficiles. Puis de temps en temps, on allait au troquet du coin parce qu'elle allait manger sa petite glace, etc., etc. Et que c'était le moment de la journée joyeux et qui détendait tout, Alors c'est des petites anecdotes comme ça, mais c'était très important. On va reprendre cette conversation dans un instant. Vous le disiez, finalement, vous avez côtoyé des mondes qui font rêver, sur lesquels il y a beaucoup de fantasmes. Vous racontez la réalité, vous nous dites, au fond, à Hollywood, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent devenir fous dans ces mondes un peu déconnectés d'une forme de réalité. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui, lui, n'oublie pas la réalité alors qu'il est coiffeur de stars, comme on dit. Mais figurez-vous qu'il coiffe les stars et les plus démunis. Un parcours très intéressant qui nous permet de parler effectivement de ces mondes-là. On regarde tout de suite, ça se passe à Strasbourg. Moi, mon métier, c'est la coiffure. Je fais ça depuis pratiquement 15 ans. C'est un métier de famille, de père en fils. Ça te convient? Oui, très bien, ça va. J'ai vraiment tout petit de clientèle.
de toutes classes confondues, des personnes qui sont au chômage ou alors qui sont cadres, ou alors même des personnalités connues, comme des footballeurs, comme JBC, le frère d'Omar Sy, qui est mannequin international, et sinon d'autres personnes comme Audrey Chomeo. Je coiffe aussi les plus fragiles, qui sont SDF, parce que c'est les personnes qui ont le plus besoin, tout simplement, donc, et qui sont mis à l'écart de la société. Bonjour, ça va? Je connais la situation de ces gens-là. Moi et ma famille, on s'est retrouvés sans logement. C'est vrai que j'étais petit, mais aujourd'hui je m'en souviens toujours. Donc c'est des choses qui sont restées en moi. Et par rapport à ça, je sais ce que les personnes qui vivent à l'extérieur ressentent forcément. Donc on se sent aussi un peu obligé de venir en aide à ces personnes-là. Est-ce que vous avez besoin de vous faire couper les cheveux? C'est gratuit. Je mange. Manger? Oui. Et les cheveux, vous avez besoin ou pas? Je travaille. D'accord. Mais les cheveux, vous avez besoin de couper les cheveux ou pas? Ah oui. Oh, mon ami. Attendez, je vais vous mettre ça. Et au début, ils sont surpris, ils se disent mais j'ai pas d'argent. Mais finalement, je leur dis que voilà, tout est gratuit, c'est votre jour et ils sont contents. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez quelque chose de court ou pas trop court? Normal, taxe. Et 12 cm, maximum. D'accord. C'est pas une coupe à la va-vite, c'est vraiment comme au salon. Pas de différence du tout. Pour moi, c'est la même prestation. Magnifique, mon ami. Mon ami. Attends, c'est pas encore fini. Attends. La coiffure, en fait, c'est une petite excuse, une passerelle, on va dire, pour entrer en relation avec eux. Histoire de parler un petit peu, de parler des problèmes, de ça, de ci, de voir s'ils ont besoin de quelque chose. Oh, normal, nouvelle personne. Beau gosse, hein? Merci beaucoup, mon ami. Moi, Christophe Polonais. Christophe, comment? Polonais. Polonais, d'accord. Oui. Moi, c'est David. David. Ouais. Ah. Merci beaucoup. Merci à toi. Je pense que c'est la même chose que ça peut apporter à une personne qui se trouve en salon, On va se mettre là-bas? d'avoir une belle coupe. Donc c'est quand vous allez chez votre coiffeur, vous allez avec une tête et vous en sortez avec une autre et vous êtes content. C'est une nouvelle journée pour vous. Viens, ici. Ça permet de se sentir mieux dans sa peau. Alors, je te raccourcis tous les côtés, comme ça? Un petit peu? Ok. J'essaie de leur transmettre par rapport à mon service la confiance et aussi le fait que je sais qu'ils existent, qu'ils sont là aussi. Donc qu'on les oublie pas. J'avais déjà entendu parler de ce qu'ils faisaient et franchement je l'avais pas encore vu mais je trouve ça super cool pour les SDF. Ils ont rien pour prendre soin d'eux et ça leur fait quand même quelque chose. Ils retrouvent un peu une part de leur identité quand même. Donc moi je trouve ça cool quoi. C'est qui lui? C'est toi? Star. C'est toi? Star. C'est une star? C'est toi la star? Star. C'est important qu'ils se voient l'avant et l'après, dans le miroir. Je leur donne quelque chose, en contrepartie j'ai un sourire et c'est ça qui me plaît. Ouais. Alors, vos réactions. Dans un instant, je voudrais vous présenter mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Céline, Brigitte et Luc. Et tu lui as pas parlé de ta mèche, en fait. Non, je n'y ai pas... Non, mais c'est vrai que très vite, il a voulu s'engager pour aider les autres. Déjà en 2015, il crée une association qui s'appelle les Compagnons de l'Espoir. Et là, l'idée, c'était que le week-end, quand il y avait du temps libre, eh bien, il fallait préparer des repas, récupérer des invendus et donner des sandwichs aux SDF. Et donc, il s'est dit, de la même manière, dans ce que je fais, qui consiste à couper les cheveux aux gens, eh bien, il est super important, aussi important que d'avoir le ventre bien rempli, c'est
c'est aussi important d'avoir une image positive de soi-même. Ben ouais, on se sent mieux et on peut aller peut-être demain tenter de retrouver un boulot, tenter de retrouver un logement et se réinsérer. Et alors, il s'est inspiré d'un coiffeur américain. Oui. À la base, c'est pas lui qui a eu cette idée. Il y a un coiffeur américain qui s'appelle Marc Bustos, qui est très connu à New York, en fait, c'est lui. Il a son salon et il a déjà, dès 2012, il avait eu cette idée d'aller voir les gens de la rue et de leur donner une meilleure image, de les pouponner pour qu'ils puissent se sentir mieux. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça ? Moi, je ressens de l'admiration surtout pour les SDF, parce que si j'avais dans la rue quelqu'un qui me propose de me coiffer comme ça gratuitement, je ne suis pas sûr que je le laisse faire. Vous seriez méfiant ? Oui, je serais un peu méfiant. C'est une déformation professionnelle pour vous ? Peut-être. Mais c'est vrai que c'est tout à fait remarquable qu'ils puissent coiffer les gens sans même demander rien en échange, apparemment. Ah oui, c'est totalement gratuit, je l'ai dit. Mais encore une fois, c'est vrai que tu ne l'as pas précisé. Oui. C'est vrai que moi, je serais quand même un peu inquiet si j'étais un SDF à ce moment-là. C'est normal, c'est son métier, il doit être méfiant. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Alors, il ne coiffe pas que des sans-abri, il coiffe aussi des réfugiés. Il coiffe aussi des personnes qui sont précaires et qui vivent en foyer, par exemple, qui n'ont pas les moyens de pouvoir se faire coiffer. Mais il a une devise que moi je trouve assez jolie, qui est de dire on n'est heureux que parce que l'on donne à l'autre. Je trouve ça assez joli et c'est une devise qu'on pourrait même appliquer à ce qu'on fait ici dans ce programme. Léo, qu'est-ce que vous ressentez devant un être qui effectivement évolue dans un monde un peu du star system, puisque c'est la mode, etc. C'est les paillettes et superficielles par définition, et qui n'oublie pas une forme de réalité. Moi, je suis en admiration parce que il donne son art en fait aux gens qui en ont besoin. Parce que c'est vrai que les SDF, très souvent, on les oublie. Ce ne sont pas des gens dont on s'occupe. Et j'aime beaucoup cette image avant là. Voilà. Elle est assez violente, ça là pour moi je trouve, elle est très forte. Et non, je suis en admiration. Les SDF, malheureusement, c'est qu'on les voit dans la rue, on passe à côté d'eux, on ne sait pas qui ils sont, ce qu'ils font, qui ils ont été, parce que très souvent, tu as des gars que c'est des ingénieurs, puis tu en as d'autres, c'est des gens qui avaient des entreprises énormes, et on ne se rend pas compte. Donc ils parlent d'ailleurs de leur souffrance, ils parlent souvent de l'indifférence. C'est ça. Et oui, et en même temps, on est indifférent à eux. Et là, moi, je trouve ça bien, parce qu'il y a un gars qui est là, qui leur redonne un petit peu, c'est pas grand-chose peut-être, mais peut-être un petit peu une dignité dans un contact, un contact physique, absolument. Parce qu'on passe à côté, on les imite. J'avais à côté de chez Annie, justement, il y avait un SDF que de temps en temps on allait le voir, enfin j'allais le voir parce que à la sortie de la boulangerie, on lui donnait un sandwich. Le mec, il avait l'habitude de nous voir, et juste le fait de lui dire bonjour et tout, c'était génial. Mais après, tu peux pas l'aider non plus sur tout, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je suis vraiment, je suis étonné et en admiration devant ce garçon. Et c'est très bien perçu au niveau de la population. Les gens disent c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. Et lui, la réaction des gens, effectivement. Ouais, la réaction est vraiment très positive. Et lui, il aimerait que d'autres commerçants comme lui fassent à leur mesure. Qu'un restaurateur puisse donner à manger, qu'un commerçant puisse aussi aider à sa façon, en ouvrant, peut-être en proposant d'aller aux toilettes ou des choses comme ça, quoi. Alors il veut développer ça un petit peu partout. Il a déjà prévu d'aller en Grande-Bretagne, en Allemagne et aussi à Nice. Tiens, il voudrait aussi que ça se fasse. Et là, par exemple, la semaine dernière, il était à San Francisco, il veut le développer aux États-Unis. Bon, c'est déjà fait par la personne qui l'a inspiré, mais là, il nous a envoyé ses photos. Il était à San Francisco, il a rencontré ce monsieur. Voilà, il l'a coiffé. Ce monsieur était tout beau, tout propre, tout chouette, quoi. Bon, le regard sera différent oui. sur ce monsieur. Les gens dans la rue ont un regard différent. C'est vrai. Mais la preuve, c'est que même nous, on l'a, le regard différent. Quand on voit avant et qu'on voit maintenant, on se dit, ce mec-là, il n'est pas SDF, c'est pas possible. C'est vrai. David Koda. David Koda. Donc on l'embrasse effectivement à Strasbourg. Et donc bravo pour ce que vous faites et vous êtes inspirant. En tout cas, il y en a un seul qu'il ne faut pas coiffer, c'est Jean-Pierre, parce qu'il se méfie. Surtout si on lui demande rien, il ne comprend pas, il y a un truc louche. Du coiffeur. Alors Céline, tu vas nous parler de quelqu'un qui effectivement évolue dans le show business, dans l'industrie de la pop, et qui n'oublie pas de faire des choses pour le reste du monde. Oui, et puis qui a décidé de refuser les stéréotypes. Alors elle s'appelle Akira Armstrong, elle a 30 ans, elle rêve d'être danseuse depuis qu'elle est enfant, depuis qu'elle a 8 ans. Elle a commencé par la danse africaine, les claquettes, la danse classique. Et elle a toujours dit à toute sa famille, plus tard, je serai danseuse. Tout le monde lui riait au nez parce qu'elle n'a pas vraiment le physique d'une danseuse. Et par chance, elle a réussi à réaliser son rêve. Elle est l'une des 2 danseuses grande taille, size plus, qui a dansé dans le clip et en tournée avec Beyoncé. Donc on peut voir quelques photos.
Tout s'est arrivé tout simplement. En fait, elle a vu une annonce et elle s'est dit tiens, personne ne pense que je peux devenir danseuse, personne n'y croit. Je passe ma journée à danser, j'ai pris des cours, je suis qualifiée pour ça. Je vais aller à ce casting. Tout le monde sur le casting, elle a été absolument incroyable et tout le monde a été touché par son peps, par son énergie, par son envie et par sa technicité. Et elle a fait toute la tournée avec Beyoncé. Forcément, après ça, elle s'est dit je vais réussir à travailler, ça y est. Tout le monde sait que je suis danseuse, ça a été vu dans le monde entier. Et on va faire fi des stéréotypes, on va m'accepter telle quelle. À Los Angeles, elle a commencé à frapper à toutes les portes, à chercher un agent. Tout le monde l'a regardée de haut en bas en me disant non, c'est pas possible. Et avant même de l'avoir dansé, avant même de regarder même le clip, ils lui ont fermé la porte au nez. Donc là, ça a quand même été peu compliqué pour elle et elle n'a pas baissé les bras. Elle s'est dit qu'elle allait créer un mouvement qui s'appelle The Pretty Big Movement et je vous propose de regarder quelques images. Quand les gens pensent aux stéréotypes du corps des danseurs, ils pensent à des corps très minces, grands, avec de longues jambes, de longs bras. J'ai grandi dans le milieu de la danse. Je sentais que mon corps ne correspondait pas. Je ne rentrais pas dans les costumes. Mon costume était toujours différent de celui des autres. J'ai toujours eu du ventre. Je n'ai jamais réussi à le perdre. Jamais. Les membres de ma famille se sont toujours moqués de moi. Et c'était frustrant. Je voulais créer une plateforme pour ces femmes, pour qu'elles se sentent bien dans leur peau. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a d'autres femmes rondes à New York qui peuvent danser ? 5, 6, 7, 8 and 1. Quand les gens nous voient sur scène, je veux qu'ils soient inspirés. Je veux qu'ils se disent « ces grosses filles ne vont pas y arriver » et en repartant, qu'ils soient époustouflés. Que les petites filles qui nous voient danser puissent dire « hé maman, je peux le faire moi aussi ». Aurélie, vous qui connaissez le show business américain, Ouais. vous comprenez sa démarche ? C'est du super marketing en plus. Non seulement ça fait sens, mais ça met aussi en valeur celui ou celle qui l'engage pour danser auprès d'elle. Parce que... Malgré la vie générale, Beyoncé passe pour quelqu'un de formidable. Exactement. Et c'est inspirant pour plein de femmes. L'obésité, ça touche quand même 40% des femmes aux États-Unis. C'est vrai que leur donner envie de bouger, leur dire prenez conscience de votre corps, allez-y, n'ayez pas honte, n'écoutez pas votre famille. Vous pouvez le faire. Vous pouvez être belle, vous pouvez danser, vous pouvez avoir accès finalement à tout. C'est déjà une prise de position forte. Et puis elles ont eu un succès incroyable. Elles ont participé à plein d'émissions. L'Amérique a un incroyable talent. Enfin, elles participent à des grandes campagnes contre l'obésité. Enfin, justement pour encourager les personnes et les femmes à bouger aussi. Exactement. Et Michelle Obama a fait beaucoup. Voilà, c'est vraiment dans tout ce mouvement-là, prenez conscience de votre corps, assumez. Ça, c'est américain. Oui. et donc, il faut savoir qu'effectivement, officiellement, son métier, Céline, c'est jardinière, mais elle a eu d'autres vies avant. Et donc, notamment, elle faisait des tournées, en fait. Avec je faisais des tournées avec des artistes. Toi, tu as vécu des demandes particulières ? Ah oui, j'ai vécu des demandes incroyables. J'ai des artistes qui mesuraient les affiches avant le concert. Et s'il manquait 5 mm, si elles avaient été redécoupées, ils refusaient de monter sur scène. Ou du chocolat à grosses noisettes. Si les noisettes étaient en morceaux dedans, c'était un drame. C'est absurde, mais c'est ça les stars. Ah, c'est ça. Il fallait un nombre. Ah, c'est du vécu. Il fallait un nombre de boissons dans le réfrigérateur de la loge. Si ça n'y était pas, c'était. Mais l'idée, c'était quoi ? De demander des compensations financières si c'était pas comme écrit sur le contrat, ou c'était pour faire. Il y avait les deux, mais il y a l'entourage de l'artiste dont il faut beaucoup se méfier, qui joue aussi qui protège l'artiste et qui joue aussi sur ce caprice de star. Ou qui vivent de l'artiste. Exactement. Qui disent quelque chose en pensant bien faire et que ça devient la catastrophe. Ou même qui encourage le mythe, parce qu'il y a aussi de ça. Vous approuvez quoi, Jean-Pierre ? Je suis complètement d'accord avec ce que dit Céline, puisque effectivement, j'ai même un jour Sarkozy qui m'a dit vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'on peut me faire dire. Ça sous-entendait bien ce que ça voulait dire. C'est qu'en fin de compte, des gens parlent en son nom sans même avoir pris contact. Donc on prête à la personnalité, plein d'exigences. Bien sûr. Et donc l'entourage a souvent des exigences. Exactement. Mais du coup, on l'a un peu dit tout à l'heure à demi-mot, au fond, puisque vous étiez la dernière barrière jusqu'à cette star, et vous arrivez de répondre à sa place ce que vous disiez, je sais ce qu'il aurait répondu, vous êtes mise, vous aussi, à avoir des exigences pour lui ?
Bien sûr, oui, je pense. Des formations, sûrement. Et puis moi, j'en avais vis-à-vis des autres aussi. Parce que j'avais besoin que les choses se fassent très, très vite. Donc c'est quoi qu'on n'accepte pas dans ces moments-là? L'attente. J'attendais pour rien, il fallait tout de suite. Et comme... mais ça, c'est le côté insidieux de l'Amérique. Comme on paye très, très cher pour les choses, on attend un certain... Donc je demandais... Moi-même, je demandais... des choses compliquées et difficiles ou de faire venir. Right now, tout de suite. Mais c'est malgré tout le bon côté des contrats avec les Américains, c'est qu'en effet tout est écrit. La moindre boisson, le moindre yaourt est spécifié. Et puis c'est la maison. L'autre chose, c'est que tout le monde vous connaît, mais vous ne connaissez pas les autres. Et donc ça a quelles conséquences pour vous? Pour moi, aucune, mais pour la personnalité, c'est particulier. C'est-à-dire que les gens sont persuadés de tout savoir sur vous, ou de vous avoir vu dans un film, ou de comprendre qui vous êtes parce qu'ils vous ont vu à la télé ou quelque part, et vous n'avez aucune idée de qui sont ces gens. Donc il y a une... Tout à l'heure, on ne s'appartient plus. Enfin, ils s'appartiennent plus, donc il y a une protection qui est mise. Après, il y a pire comme vie. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il y a des choses beaucoup plus difficiles. Beaucoup plus difficiles, des gens qui sont dans une grande adversité. Donc, faut mesurer un peu les choses, mais je pense qu'il y a une souffrance. Oui. Et c'est pour ça que quand ils quittent ce monde, c'est très dur pour eux aussi. Quand ils quittent ce monde, la chute. La chute est terrible. Vous en avez vu comme ça, qui passaient de tout à rien? Oui, j'ai vu des personnes comme ça qui étaient vraiment... voilà, parce qu'en fin de compte, le monde politique, ce sont des contrats qui durent à court terme, même si c'est quelques années, mais bon, et ensuite on les revoit parfois vraiment tomber voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'obligations, beaucoup de rendez-vous. Beaucoup de rendez-vous, l'emploi du temps, voilà, tout est beaucoup de gens autour de vous. Et subitement... d'ailleurs, cette personne-là me disait mon téléphone ne chauffe plus, ça y est, c'est fini. Il est éteint ou je ne sais pas s'il fonctionne, parce qu'il ne fonctionne plus du tout. Et donc, si on a alors qu'à la base, le téléphone, on ne peut pas le toucher tellement il est chaud, tellement on l'appelle. Et puis après, voilà, tout s'éteint. Ils doivent se recréer une nouvelle vie. Oui, c'est ça. Puisqu'ils n'ont plus personne, ils se recréent une nouvelle vie. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Le fait que la notoriété ou ce qu'on appelle des VIP, ça isole. Parce que tu ne vas pas dans la lumière pour pas qu'on te regarde, je crois. Si vous êtes dans la lumière, c'est que vous aimez ça. Parce que l'image, pour le coup, pour le public, c'est que ce sont des gens très entourés. Oui, mais certains ne le sont pas du tout. Et quand vous entendez que X ou Y artiste, en fait, vit dans un cabanon, je ne sais pas où, dans un coin perdu, et que personne ne le sait, bah oui, parce que tout le monde l'a oublié. Et puis, il y a aussi le fait qu'il n'y a personne qui l'a remis sur les rails aussi. Puisque bon, bah voilà, c'est fini. C'est un produit jetable. Voilà. C'est-à-dire qu'on t'a consommé, on n'en veut plus. Donc ça explique le stress de ces gens qui vivent ces périodes-là, parce qu'ils savent qu'il y a une faim. Et donc le moindre déraillement, le carré de chocolat qui a Il y a des grandes noisettes à la place des morceaux. À la place des morceaux, mais c'est un drame. Oui. Ah, moi je les comprends. Non, il y a les superstitions, il y a les voyances et les machins et les trucs. Mais ça, les hommes politiques adorent ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de choses à décider que finalement, on va voir des gens qui vont... ils vont voir des gens qui vont les aider à réfléchir, à prendre des décisions, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, ou les aider à avoir des informations qu'ils n'ont plus. Oui. Même si c'est inventé, c'est pas grave, ils se recréent quelque chose. Il y a des gris-gris, cette notion exactement, de doudou. Presque. Oui, mais c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, on a besoin du doudou, quoi. On a besoin de tout. Et c'est pour ça, dans certains moments où ils préfèrent aller à l'étranger, parce qu'au moins, l'étranger, ils ont la quiétude. On ne les connaît pas autant qu'en France, et ils aiment bien se retrouver parfois dans des endroits un peu... Dans l'anonymat, oui. Dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent un petit peu tranquilles, parfois. Alors, pour la protéger un peu, je ne vais pas pouvoir raconter tous les caprices de Brigitte. Dieu sait si elle en a. Mais non, c'est pas vrai, je te taquine. Il a dit juste avant que vous arriviez sur le plateau. Brigitte, méchant, ça m'étonne pas. Brigitte, tu vas nous parler d'une femme qui, effectivement, pourrait être une femme de l'ombre et s'en contenter, mais elle en fait quelque chose. Oh ben... incroyable. Oui, je vais vous parler d'Isabelle Eberlin, qui est la femme de... Voilà son mari, Marc Eberlin, qui est un grand chef étoilé, 3 étoiles quand même, de Mulhouse. Et Isabelle, elle a toujours eu envie d'aider les autres. En 2009, elle a créé une association qui s'appelle Épices. Alors, je vous dis pourquoi Épices. Espace de projet d'insertion, cuisine et santé, pour aider les jeunes qui sont un peu perdus. Donc, quand les parents n'ont pas de projet, les enfants n'ont pas d'avenir.
Et elle s'est rendue compte de ça comment? Parce qu'elle est instite et en même temps, elle était directrice de maternelle dans une ZEP. Zone d'éducation prioritaire. Et pour permettre aux familles de mieux s'insérer, elle a l'idée de proposer aux mamans de ces petits-enfants des ateliers de cuisine. Et les mamans acceptent. Ça leur permet de valoriser leur savoir-faire et aussi de s'intégrer. Du coup, les profs et les enseignants et les parents créent des liens. Enfin, elle se rend compte que ça marche bien. Donc, elle se dit pourquoi réserver ça à la maternelle. Et un jour, il y a un inspecteur de l'académie qui vient vérifier son école et elle lui dit j'aimerais ouvrir une école de cuisine pour les parents et les enfants, et aussi des cours d'éducation au goût, à la santé, la nutrition. Voilà. Et il lui dit, c'est intéressant comme idée, oui, pourquoi pas. Et il lui dit de faire un dossier. Elle l'envoie au rectorat. Comment elle a fait son dossier comme ça? Comme ça. Et donc, mais il s'est envolé un peu le dossier vers le rectorat. Et donc... Il se passe quelque chose entre les deux, là. Oui. 17 ans de vie commune. Il est un amour sans faille. Ouais. Et le petit dossier, alors? Et le petit dossier, il arrive au rectorat et le recteur accepte, c'est une femme, accepte ce projet, elle trouve ça bien. Il y a 20 écoles qui profitent d'éducation du goût et il y a plus de 450 jeunes qui ont bénéficié de ces ateliers. Ça permet aux jeunes et aux parents de montrer leur savoir-faire et surtout de se côtoyer. Il y a quand même 136 nationalités différentes. C'est incroyable. Hein. Qui sont ces jeunes qui profitent de l'association? Ce sont des jeunes qui sont des décrocheurs, ce qu'on appelle des décrocheurs, ou ce qu'ils appellent aussi des perdus de vue, c'est-à-dire qui ont été complètement laissés pour compte. Ça leur permet, ces cours, ces ateliers, ça leur permet de reprendre confiance en eux, parce que quand ils travaillent, ils font leur petite cuisine, et qu'ensuite ils servent les personnes, ils sont tout fiers parce qu'on les félicite et hop, ça leur donne un petit... Donc on en revient à l'inexorable reconnaissance. Voilà. Besoin d'être utile. Voilà. Besoin d'exister. Voilà, c'est ça. Isabelle a obtenu un prix. Bien sûr, le prix Solidarité Version Féminin européen. Qui est notre partenaire, Version Féminin. Oui. Partenaire de partenaire. Mais je voulais dire aussi que son mari... je lui ai demandé, et votre mari, il est d'accord pour tout ça? Elle me dit, mais il n'a pas le choix. Elle l'a dit en rigolant, et on sentait qu'il y avait de la poigne derrière. Et donc, il accepte, et lui, il ouvre son auberge pour eux. Ah, l'auberge étoilée 3 étoiles? Oui, ils viennent faire leurs ateliers, et en plus, il a embauché un de ces jeunes. Et je veux l'ajouter, Fred, désolé, mais tous ces jeunes reprennent goût. Il y en a qui passent des CAP, il y en a qui l'ont déjà réussi, des BTS, des choses comme ça. Et le projet d'Isabelle, c'est de les pousser encore plus dans leur qualification. Et moi, je la trouve fantastique. Ça s'appelle fantastique. Oui. Merci les camarades. Merci. Merci à vous. Alors, Ma vie pour un Oscar, c'est ce roman que vous avez tiré de votre expérience, assistante personnelle d'une star américaine. Et donc, merci d'avoir raconté, effectivement, parce que votre message, ça fait rêver, mais ils ne sont pas plus heureux. Ouais. C'est ça qu'on retient. Aimez votre vie, surtout. Vous n'en avez qu'une. Bon, et puis, ce livre magnifique, Annie, te souviens-tu, où Léo vous racontait ses 15 années à ses côtés, avec de la profondeur, aussi de la légèreté, des anecdotes, et ce lien très très fort. Vous ne vous attendiez pas dans votre vie à vous retrouver dans cette situation-là et l'accompagner pendant cette maladie. Merci beaucoup d'être venu nous raconter ça. C'est moi qui vous remercie. Et puis alors, la question, c'est un mystère. Est-ce que c'est lui sur la photo, Jean-Pierre, ou pas? En tout cas, garde du corps, 15 ans au service de haute personnalité. Donc merci de nous raconter ce métier si particulier où on peut mourir pour quelqu'un. En tout cas, il y en a une qui est reconnaissante. Vous ne me l'enlèverez pas de la tête. C'est quand même Hillary Clinton. Vous avez vu quand même, elle a l'air hyper reconnaissante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve très très vite sur France 2. Demain, dans 1000 et une vies, nos invités vont nous raconter leur quête de l'amour sur Internet. Des rencontres étonnantes et parfois insolites qui ont changé leur vie à tout jamais. J'ai rencontré plus de 100 personnes. Je suis quand même arrivée à un âge où j'aimerais bien me caser. Après un divorce difficile, Françoise découvre les réseaux sociaux grâce à une amie. Un soir, elle a le coup de cœur pour Stéphane, un chanteur amateur. Je lui ai envoyé une invitation en fait. Et là, aussitôt, il m'a répondu. Tout de suite, ça a fonctionné. Stéphane habite à 1000 km de Françoise. Malgré la distance, leur relation va rapidement prendre une autre tournure. Il m'attendait devant chez moi. Il était tout timide et je lui ai sauté dans les bras.
J'ai craqué de suite, quoi. Elle est trop belle. Pour Gaël et Rodrigue, tout est allé très vite. Après 5 jours de conversation sur le net, Rodrigue débarque chez Gaël pour ne jamais repartir. J'apprends que je suis enceinte, donc gros choc. J'ai jamais ressenti ça dans ma vie et ça fait trop du bien. Joëlle, elle, n'a pas vécu le même conte de fées. Depuis 17 ans, elle recherche l'amour sans succès, avec parfois de drôles de rencontres. J'ai rencontré le phobique de l'engagement, énormément d'hommes qui cherchent des aventures. Moi, je suis plutôt une bavarde, j'aime vivre. J'ai pas envie de rencontrer quelqu'un qui a rien à dire.